Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour cet épisode 54. Chères auditrices et auditeurs, bien le bonjour. Au micro, c'est Marc de Parler Cuisine et je vous retrouve après un long moment d'absence en compagnie de mon ami, confrère et compère Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver, d'enfin pouvoir reprendre les enregistrements. On a été silencieux pendant un petit temps. On a publié au compte-gouttes des épisodes. Je sais qu'il y avait des gens qui nous écoutaient. On n'a pas encore de message d'impatience, mais je voyais que les auditeurs étaient toujours là. Fidèle au poste. Fidèles au poste, voilà, à liker nos posts sur Twitter, sur Facebook. Puis on n'a pas trop communiqué non plus à ce sujet-là. Il faut savoir que moi j'ai eu un premier trimestre assez chargé au niveau du travail. Et il ne faut pas oublier que ce podcast, ce n'est pas quelque chose qu'on fait plein temps, c'est quelque chose qu'on fait à côté de notre occupation professionnelle. On n'est pas payé pour ça. Hein. Et après, il s'est avéré que je me suis retrouvé 2 fois à l'hôpital en moins de 2 mois. C'était assez inconvenant, je dois dire. La première fois, c'était justement un jour, on avait convenu d'enregistrer avec Guy. Je me dis, tiens, je vais faire un peu de jardinage le matin. Et par malheur, une fausse manœuvre, un faux mouvement, il y a une branche qui m'a écorché l'intérieur de l'œil. Et ça fait mal. Donc, je me suis retrouvé aux urgences au lieu de me retrouver derrière le micro. Bon, il y a moins de mal que de peur, plus de peur que de mal. Voilà, finalement, j'ai pas été borgne, mais ça fait mal. Ça met au moins une semaine de traitement durant lequel j'avais l'usage que d'un œil et ça fait mal. Encore maintenant, je le sens. Ça fait 3 mois, 4 mois après, je le sens encore parfois le matin, l'œil qui fait mal. Et il n'y a rien qu'on puisse faire à part juste attendre que ça guérisse. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de pouvoir garder l'usage de ma voix. Et que je suis heureux de pouvoir remettre à votre service, à vous, chers auditeurs, chères auditrices, afin de pouvoir vous communiquer notre amour de la bonne cuisine. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord dire merci donc à tous les auditeurs qui ont manifesté de l'intérêt pour notre production. Et j'ai particulièrement en tête Didier qui a pris contact sur notre page Facebook et qui nous a posé des questions. Déjà, il a un blog et il voulait voir s'il pouvait parler de notre podcast dans le blog. Donc, son blog, c'est fleurdepois.wordpress.com pour celui qui veut aller voir. Fleur de pois, comme ça se prononce en un mot. Et on a communiqué comme ça. Si vous voulez, vous aussi... qu'on parle de votre blog, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Hein, la page Facebook, on continue de regarder ce qui se passe dessus. Ou alors, c'est l'adresse email question@parlercuisine.com. Alors, Didier avait une question concernant le sucre pour les confitures. Donc, Didier venait de découvrir notre podcast, il trouvait ça super bien, il a commencé depuis le début. Et apparemment, il y en a encore qui vont écouter le tout premier épisode qu'on a enregistré il y a 2 ans. Hein. C'est génial, hein? Et apparemment, ça n'a pas trop mal vieilli, donc tant mieux. Et il revient sur les épisodes sur les confitures. Et la question est celle-ci. À propos du sucre pour les confitures, pour ceux qui veulent réduire leur quantité, la vendeuse m'a conseillé plutôt le xylitol. Vous en pensez quoi? Alors, quelques petites informations. Donc, il faut pour ça se référer à nos épisodes. Nous avons fait, je pense que c'est 5 épisodes sur les confits de fruits. Ça remonte déjà à quelques mois, hein, cette histoire-là. Et alors, j'expliquais que j'étais un grand partisan de la réduction du taux de sucre dans les confitures. Donc, au lieu de mettre pois pour pois, fruits et sucre, de ne mettre plus que la moitié. Alors, il existe évidemment des sucres, je dirais, qui sont enrichis en pectine de manière à pouvoir donner un résultat de consistance, je dirais, équivalent aux confitures réalisées avec un poids égal. Et alors, Didier, d'après le blog qu'il nous a fourni et que j'ai lu, est extrêmement prudent pour des raisons de santé par rapport à l'emploi du sucre, étant donné qu'il a eu dans sa famille quand même quelques petits problèmes avec le diabète, donc il fait particulièrement attention.
Alors, il nous parle du xylitol. Dans la racine de ce mot, on retrouve la connotation de bois. Et effectivement, le xylitol est un sucre-alcool. Ce n'est donc pas un sucre tout à fait semblable d'un point de vue moléculaire au saccharose, donc notre sucre de betterave ou de canne. C'est un sucre un peu spécial, comme il y a le maltitol et d'autres sucres qui se terminent comme ça par un OL au niveau de la prononciation. Et le xylitol, lui, il est extrait du bois et tout particulièrement de l'écorce de bouleau. Alors il faut savoir qu'on trouve le xylitol sur le marché à des prix qui varient du simple au double. C'est évidemment nettement plus cher que le sucre du commerce C'est quoi plus habituel. cher? Ben, il faut compter, quand on l'achète par kilo, aux environs de 11-12 € le kilo. Hein. Ça, ce sont les Ah! prix, disons, pratiqués. C'est du caviar, Euh, son sucre. oui. Mais seulement, bon, c'est un substitut qui est intéressant. Pourquoi? Parce que il a le même emploi, les mêmes usages que le sucre. Donc, ça veut dire qu'on va l'employer en poids équivalent. Donc, lorsqu'on mettait, par exemple, 1 kilo de sucre, on va mettre 1 kilo de xylitol. Ça, c'est une première chose. On ne doit pas commencer à se casser la tête au niveau des recettes, parce qu'il y a des sucres qui sont également des agents de charge. Parce que c'est bien beau de dire, on va mettre de l'extrait de ceci ou de l'extrait de cela, donc des édulcorants de synthèse extrêmement puissants. Mais dès le moment où vous avez un édulcorant qui, par exemple, 600 fois plus intense que le sucre, il faut donc en mettre 600 fois moins. Donc, je vais dire, par exemple, au lieu de mettre 1 kilo de sucre habituel, on va mettre l'équivalent d'à peu près 1,5 g de cet édulcorant. Mais par contre, vous avez beau faire de la confiture avec ça, ça ne marchera jamais, étant donné que vous n'avez pas ce qu'on appelle un agent de charge. Hein. Donc ici, c'est très simple, poids pour poids, c'est très facile. Alors, la sucrosité est donc la même et le poids employé est donc le même. L'avantage, c'est un apport, disons, calorique qui est différent. Vous n'avez que 2,7 calories au lieu d'un peu plus de 4 pour le sucre habituel, donc on gagne déjà un petit peu au niveau des calories. Il n'y a pas d'arrière-goût, si ce n'est que le xylitol est particulièrement employé dans la confiserie, étant donné qu'il laisse, chez certaines personnes, un goût en bouche un petit peu frais, un petit peu comme quand on mange un bonbon à la menthe. Donc c'est un sucre-alcool qui est employé en confiserie de manière assez, je dirais, assez judicieuse. Le désavantage, par contre, c'est que c'est un sucre-alcool qui, comme tous les autres sucres-alcools, a tendance à donner chez les personnes qui ne sont pas habituées et des ballonnements et éventuellement, ce qu'on appelle de la diarrhée, tout simplement, quand on en mange une trop grande quantité. Donc, dans un premier temps, il faut être, disons, plutôt prudent. Tu veux dire que Et c'est un alors sucre l'autre, laxatif? c'est un sucre qui est légèrement laxatif. Donc je vais dire qu'il ne faudra pas, manger des confiseries, je dirais, par centaines de grammes le même jour. D'ailleurs, en principe, on ne doit pas manger des confiseries dans des quantités pareilles. Et alors l'autre point qui est peut-être un peu plus désagréable, paraît-il, c'est pour nos amis les chiens et les chats. Il ne faut certainement pas leur donner quelque chose qui contient du xylitol, parce que ça pourrait leur être, disons, fatal, un peu comme la théobromine du chocolat pour les chats, ou les chiens en tout cas. Ça peut être mortel. Donc, il faut vraiment éviter de leur donner une cuillère de confiture ou de la crème glacée qui serait faite au xylitol, parce que Des ça biscuits? serait très désagréable pour eux. Ça pourrait même entraîner la mort. Tu fais des bons Bon, à petits part biscuits au ça, xylitol et tu donnes ça à son chien? voilà, c'est ça. Donc, à part ça, bon, ben, c'est un produit de substitution et on va de plus en plus aller vers des produits de substitution parce que le diabète est un véritable fléau qui va commencer à ronger de plus en plus notre société, étant donné que nous avons été très imprudents avec le sucre pendant des dizaines d'années et que maintenant on se rend compte des méfaits qu'il peut avoir. Oui. On dit que le sucre va être dans la prochaine décennie ce que le tabac était dans les années 80, Ah oui, oui, tout 90. à fait. Et on va se rendre compte finalement que l'industrie a vraiment tout fait pour nous flatter le palais en mettant du sucre dans tout, hein, que ce soit dans la mayonnaise, que ce soit dans toute une série d'autres produits où le sucre n'est pas vraiment nécessaire. On va prendre un exemple, une vinaigrette. Est-ce qu'il Ouais. est nécessaire de mettre du sucre dans une vinaigrette? Pas spécialement. Ah non. Le ketchup, on peut comprendre que ce soit un produit qui soit un petit peu sucré, d'accord. Maintenant, une bonne sauce tomate, lorsque les tomates ont cuit suffisamment et que l'acidité est partie, est-ce Oui, qu'il est non, nécessaire de mais mettre du sucre dans une sauce tomate? si, Ce si, n'est si, pas si, si, non, obligatoire non. quand même. Et ça m'étonne de la part d'un chimiste parce que justement, le sucre a la possibilité de réduire le pH. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est plutôt une sensation gustative. On ne réduit pas le pH en réalité. On ne fait que réduire la sensation d'acidité. Or, l'acidité, quand est-ce qu'elle s'en va? Elle s'en va quand on a fait cuire sa sauce suffisamment longtemps. Oui.
Hein, donc c'est pour effectivement, il est conseillé de mettre un peu de sucre dans une sauce tomate. Mais à ce moment-là, on attrape une sauce tomate qui reste acide sur le fond Enfin, un peu, et qu'on a c'est et genre qu'on a adouci. c'est une cuillère à soupe, pas plus, pour une Oui, grande casserole. c'est peu. Le seul problème, c'est que les sauces tomates industrielles qu'on nous vend, on dépasse allègrement cette petite normalement, le sucre, on ne devrait pas le sentir dans une sauce tomate. Hein, Exactement. il devrait pouvoir agir, mais on ne doit pas le déceler. Or, dans les sauces tomates du commerce actuellement, on sent qu'elles sont sucrées et c'est ça, c'est un problème. Alors forcément, comme on achète de plus en plus d'aliments, disons préparés ou semi-préparés, on donne ça à manger aux gosses, on leur forme le palais à la sensation de sucré, de douceur et on le fait dès la plus tendre enfance, ce qui veut dire évidemment qu'à ce moment-là, on leur pourrit le restant de leur existence parce qu'on va les obliger à toujours rechercher, je dirais, le goût doux dans tout. Non, moi je le sais bien, moi je vois avec mes enfants, 3 et 5 ans, c'est très fort attiré par les choses sucrées. Il faut les supplier pour qu'ils terminent leur repas, mais une fois arrivés au dessert, ça, ils n'ont pas plus besoin d'aide. Comme par hasard. Donc les enfants sont naturellement attirés vers le truc sucré, et comme les parents ont de moins en moins tendance à leur dire non, et puis bon, il suffit qu'ils soient exposés aux bonbons, le pouvoir d'achat n'est plus le même maintenant qu'avant, et le prix d'achat justement de toutes ces sucreries n'est plus le même qu'avant, et donc effectivement... Et puis Ce qui surtout, était oui, attends, ce qui était avant une récompense, hein, bon, la friandise était une récompense dans le temps et maintenant ce n'est plus une récompense, c'est une nécessité. Je dirais qu'avant, on recevait un bonbon, il y a 30, 40, 50 ans, quand on avait été sage. On recevait un bonbon pour nous récompenser de quelque chose, hein. On avait bien fait ses devoirs, on avait eu de beaux résultats à l'école, on avait été gentil, on avait donné un coup de main, on recevait un bonbon. Et maintenant, il n'est même plus nécessaire d'avoir accompli quelque chose de positif. Le bonbon et tout ce qui est sucré, est devenu une habitude incontournable. Je dirais, c'est presque une façon de se nourrir, tout simplement, alors qu'avant, ça restait une exception. oui, oui, oui. Maintenant que tu le dis, je me rappelle qu'effectivement, quand j'étais petit, il y avait plein de blagues qui circulaient sur le fait que les enfants acceptent des bonbons en échange de toute une série de choses. Oui, 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 C'était oui. très Et comique. on disait surtout: «Attention, n'accepte pas des bonbons de quelqu'un que tu ne connais pas, hein». Exactement, exactement. Bon, mais là, nous dévions du sujet. Oui, 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 D'ailleurs, nous dévions. notre ami Didier avait posé une autre question. En fait, sa première question, c'était concernant le potage aux herbes qu'on avait présenté dans notre tout premier Ah oui, 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 oui. épisode. Et en fait, il s'inquiétait parce que pour lui, le herbe est associé à puanteur. C'est alors peut-être un des fromages qui a failli nous faire mettre, en tout cas faire mettre la Belgique sur la liste des pays producteurs d'armes de destruction massive. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais en fait, il avait peur que le goût de herbe prononcé se ressente trop dans ce potage. Ce à quoi tu réponds, Guy? Mais d'abord, je ne sais pas s'il l'a essayé ou pas. Alors la recette, veut que le fromage doive être gratté très légèrement avant d'entrer dans la composition du potage. Ah, voilà. Alors, je rappelle, disons 2 petits points. Le Herve est un fromage à pâte molle, mais à croûte lavée. C'est un fromage qui sent très, 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 très fort, mais qui par contre, et c'est un petit peu paradoxal, est extrêmement doux au goût. Alors, où se trouve, je dirais, l'odeur particulière du fromage d'Herve? Elle se trouve dans sa croûte. Alors, la croûte a pour habitude de sointer légèrement, donc elle est un tout petit peu, je dirais, collante, humide et collante. Et c'est cette croûte qui est particulièrement odorante ou odoriférante, ça dépend un petit peu comment on veut le dire. Et normalement, avec le dos d'un couteau, hein, donc pas avec le côté tranchant ni avec une pointe, on doit très très légèrement gratter, je dirais, l'extérieur du fromage de manière à enlever cette petite, disons, croûte superficielle qui est celle qui sent le plus. Alors celui qui veut vraiment, 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 je dirais, se prémunir du goût du herbe un petit peu trop prononcé, il peut toujours parer le fromage. Donc il doit à ce moment-là, carrément au couteau, enlever une fine pellicule, il doit un petit peu peler le fromage sur 1 ou 2 millimètres pour enlever cette croûte. Maintenant, Mettre des gants ou alors selon faire avec que le couteau une fourchette. oui, oui, maintenant selon que vous allez acheter votre herbe, je dirais jeune ou plus vieux, il va sentir plus ou moins fort. Mais dans un potage, qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien trouver le goût de la typicité du produit qui va donner son goût ou bien qui entre dans la composition. Si vous ne prenez pas un fromage de herve qui a 2 mois, vous prenez un fromage de herve qui n'est pas encore trop fait, il n'est même pas nécessaire de le gratter. Moi, personnellement, je ne le gratte pas et personne ne m'a jamais dit que le fromage avait donné un goût désagréable au potage. N'oublions pas, c'est un fromage qui s'associe avec de la banane.
Et la banane, selon son état de maturité, va donner de la douceur au potage. Donc, je dirais que si un fromage est un tout petit peu trop fait ou un petit peu plus fait que ce qu'on ne le souhaiterait, ben, il vaut mieux mettre une banane qui est un peu plus mûre que la moyenne également. Voilà, tout simplement. Je ne peux que conseiller aux auditeurs d'aller écouter cet épisode et de faire ce potage parce que je l'ai goûté à plusieurs reprises. Oui. Ça vaut le coup. C'est divin, hein? Ah oui. C'est même un truc qu'on fait pour une bonne occasion, une grande occasion. C'est presque... Ah, mais moi, j'ai fait ce potage-là un jour à un réveillon de Nouvel An. Et il m'en est plus resté, hein. Je dois dire que Oui. c'était vraiment, et on en a repris, hein. Bon, normalement, c'est le genre de potage dont on ne boit qu'une tasse ou éventuellement une assiette ou un bol. Et là, j'avais l'occasion de pouvoir le servir en repasse. Et il a été servi en repasse au point qu'il n'en est plus resté du tout. Donc, il avait été particulièrement apprécié, hein. Au Et point en qu'on plus, on demande même du pain pour frotter l'assiette. voilà. Mais en plus, c'est un potage qui ne coûte pas cher, hein. Il peut entrer dans un menu, je dirais qu'il a un certain prestige, hein, malgré tout. Et il ne coûte pas cher pour autant, puisqu'il ne contient pas ni crustacés, ni crevettes, ni poissons coûteux, ni caviar, ni champignons onéreux. Mais il a autant de succès malgré tout. Et merci de me fournir justement la transition pour le sujet du jour que nous avons décidé de traiter aujourd'hui, qui est un sujet de saison. Donc nous sommes en été, c'est le mois d'août. Les marchés sont pleins de fruits, de légumes de saison. En fait, c'est presque la bonne saison pour quasiment tout ce qui est comment dire Pour tout, les fruits, les légumes, et même parfois pour d'autres produits d'ailleurs dont nous allons parler, hein. Voilà. Donc, en cette saison d'été, on assiste à une profusion de fruits et légumes. On le voit même dans les supermarchés, les prix sont en baisse, à un tel point que chez moi on dit c'est tellement bon marché qu'on te les jette quasiment à la figure. Je vois, on en avait déjà parlé lors de notre épisode sur la fondue de tomate à la portugaise, en fait, qui est une des façons qu'on a déjà évoquées pour conserver les tomates de manière prolongée. Il y avait aussi notamment la duxelle de champignons qu'on avait évoqué dans un épisode précédent, qui permet de consommer de préparer les champignons afin de les conserver plus longtemps et de les récupérer plus tard. Mais on se retrouve en fait sur le marché maintenant avec tellement de fruits, tellement de légumes que finalement ce serait trop bête de passer à côté, parce que quand on réfléchit un petit peu en plein hiver, les fruits et les légumes ne sont pas à ce prix-là. Alors ce que tu voulais nous parler aujourd'hui, c'était de la façon de gagner de l'argent, ou en tout cas d'en économiser, en profitant justement de ces aubaines que nous offre la saison, n'est-ce pas Guy ? Alors effectivement, ce dont je voulais vous parler, c'était ça, et ça ne concerne pas seulement que les fruits et les légumes, ça concerne éventuellement d'autres produits en fonction des opportunités. Et alors j'ajouterais que nous avons également discuté au sujet de la conservation des confits de fruits, il y a aussi quelques temps de cela, et j'invite tous nos auditeurs à réécouter les émissions qui concernent le sujet. Oui, dont notamment tu avais donné un truc pour pouvoir conserver les oreillons d'abricot au congélateur. Oui, il y avait ça, et puis il y avait toutes les conserves, je dirais, de confits, donc qui permettent de profiter pendant l'hiver et en différé de je dirais, de la qualité et des variétés de fruits et voire même de fleurs pour certaines recettes qui sont à notre disposition. Alors en fait, faisons un petit peu la différence subtile, je suis d'accord, entre ce qui est de l'économie et ce qui est gagner de l'argent. Alors l'argent qui est le plus facile à gagner, si je peux dire, c'est celui qu'on ne dépense pas. Donc je dirais que la première chose à faire, c'est de voir si ce qu'on achète va être utile. Alors ce n'est pas toujours utile tout de suite, ça peut être utile en différé, hein. On peut très bien, et là c'est une bonne économie, acheter des choses dans une certaine quantité dont on est certain qu'on va avoir l'utilisation ultérieurement. Il est évident que par exemple si on a une famille, je dirais 2 adultes, 2 enfants et puis éventuellement, on reçoit beaucoup, il n'y a aucun problème à acheter des choses par 10, 15 ou 20 kilos à la fois, à condition bien sûr d'être certain de les utiliser plus tard. Si maintenant on vit seul, et qu'on ne reçoit personne, c'est ridicule d'acheter des choses en grande quantité parce qu'on va mettre à ce moment-là extrêmement longtemps, pour les utiliser. Donc il faut un petit peu réfléchir à ce sujet-là. Je dirais que par ailleurs, faire des économies nécessite aussi de faire un investissement au départ, Marc. Oui, donc il faut... Oui, mais
Pour en revenir à ce que tu dis, les choses qu'on ne dépense pas, c'est tout à fait vrai parce que depuis que, avec ma femme, on a décidé de planifier notre menu de la semaine de manière plus rigoureuse, par écrit, maintenant, sérieusement, on passe 1 heure par semaine, même pas, c'est presque 20 minutes, on s'assied, on réfléchit qu'est-ce qu'on va manger chaque jour de la semaine. Et grâce à ça, on a une vue plus précise de ce qu'on va manger. Et donc du coup, à partir de ça, on peut faire une liste des courses où il y a exactement ce qu'on a besoin pour la semaine. Et donc du coup, on se tient qu'à cette liste. Et même quand je fais la course avec les enfants, j'aime beaucoup prendre les enfants avec. Ils m'aident à remplir le caddie, à prendre les trucs en rayon. Mais alors, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux de faire les courses avec les enfants parce qu'eux, ils ont envie de tout. Dès qu'ils voient un truc, ils ont envie, ils commencent à faire une crise. Mais moi, je leur dis, mais écoute, je veux bien, mais c'est pas sur la liste. Ah, ok. Donc, c'est une façon pour eux de justifier, ah non, pourquoi? Parce que c'est pas sur la liste. Ah, alors, pendant tout le chemin, pendant tout mon trajet dans le supermarché, c'est, et ça, c'est sur la liste, papa? Non, c'est pas sur la liste. Et ça, c'est sur la liste? La seule chose à laquelle on pourrait déroger dans un cas pareil, c'est ce que j'appellerais les opportunités de dernière minute ou bien les promotions de dernière minute, hein, parce Oui. que bon, ça, ce n'est pas toujours sur la liste qu'on a faite et pourtant, il est parfois intéressant d'acheter ce genre de choses, Oui, bon, évidemment. il faut être flexible et ça demande de l'exercice. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode là-dessus où je pourrais vous expliquer comment ce qu'on a réussi à économiser énormément d'argent parce que finalement, tout ce qu'on achète, on le consomme. On le prépare et tout ce qui reste, les surplus de repas, on les met au congélateur et une fois, peut-être par semaine, on mange les restes. On fait une soirée tapas, si tu veux. On en Et avait déjà discuté, c'est une bonne alternative, hein, ça. voilà. Il reste qu'une portion, qu'une demi-portion, c'est pas grave, on congèle. On peut jeter, mais moi, ça me fait toujours la peine de jeter de la nourriture parce que j'ai grandi dans les années 80 où on nous forçait de terminer notre assiette parce qu'il fallait penser à ces petits-enfants africains qui mouraient de faim ailleurs. J'ai jamais vu le rapport, mais bon, on n'arrêtait pas de me leur servir. Mais du coup, faut savoir que auparavant, on faisait un peu nos courses de manière impulsive, intuitive. On allait voir un petit peu, on avait une idée vague. Oui, j'ai dans ma tête, je sais à peu près ce que je vais faire. Mais tu finissais toujours par acheter un truc parce que les tentations sont énormes. Les supermarchés. Et en fait, depuis que j'ai travaillé dans un supermarché à la centrale d'achat, j'ai compris un peu la psychologie. Le but du supermarché, c'est de te vendre un maximum de choses. C'est de faire en sorte que tu Évidemment. remplis ton caddie et que tu passes à la caisse. Ils s'en fichent que tu vas le gaspiller après, que tu n'en as pas besoin, etc. Il m'est arrivé parfois de laisser tomber une offre parce que je n'avais besoin que d'une seule unité de produit. Et alors on veut me dire, oui, mais si vous en achetez 2, c'est moins cher. Non, c'est pas moins cher parce que la deuxième, je la consommerai pas, je l'utiliserai pas, je la jetterai finalement. Parce que tout ce qui se retrouve dans ton frigo et qui a passé de date, qui est périmé et que tu dois jeter, c'est quelque chose que tu as dépensé à la base. Ah oui, et qui est perdu. Donc l'argent que tu as dépensé pour l'acheter, pour le mettre dans ton frigo, c'est perdu. L'argent que tu as dépensé pour faire tourner le frigo pour garder ça au frais, c'est perdu. Et en plus, si tu te retrouves comme en Belgique, dans beaucoup de communes, tu dois payer tes sacs poubelles à l'unité. Et donc, pour remplir ton sac poubelle, si tu regardes le nombre de sacs poubelles qu'un ménage moyen peut remplir avec tout ce qu'il jette comme nourriture non consommée, c'est aussi un coût. Donc, finalement, ne pas dépenser pour des choses qu'on ne va de toute façon pas acheter ou qu'on n'a pas d'idée qu'on va manger. Voilà. Ou alors, si on achète et qu'on voit qu'on ne peut pas consommer, ne pas laisser périmer et congeler directement, par exemple. Le faire entrer dans un processus de conservation à plus long terme. Mais nous allons discuter de tout ça, en fait, aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est un petit peu le but de notre conversation. Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que ce qui ne coûte pas cher, c'est dans un premier temps ce qu'on peut vous offrir ou bien que vous avez pu avoir sans devoir le payer. Alors, c'est sans doute un peu plus facile quand on vit à la campagne. Pourquoi ? Parce que ceux qui y vivent le savent, quand on est à la campagne, on a généralement un voisinage qui peut être extrêmement, je dirais, généreux. On peut avoir des voisins, on peut avoir des parents, on peut avoir des amis qui eux-mêmes ont déjà un jardin qui en plein été regorge de toutes sortes de choses, et eux-mêmes sont soumis à une surproduction et ne savent pas toujours non plus comment l'utiliser. Alors nous connaissons tous l'histoire, un moment où c'était la mode il y a 20-25 ans de planter des courgettes chez soi.
bon, ben, les gens mettaient des plants de courgettes et puis finalement, ils se retrouvaient très rapidement avec 7-8 courgettes le même jour à devoir consommer et quasiment tous les jours de la semaine. Donc la technique, c'était de laisser grossir les courgettes énormément, d'avoir des courgettes qui atteignaient la taille d'une cuisse d'enfant et puis de vouloir les offrir à tout son voisinage. Bon, on a tous eu la blague au début des courgettes, hein, quand on les a trouvées ailleurs qu'au magasin, c'est de se voir proposer des courgettes qui étaient finalement immangeables parce que elles étaient devenues tellement grosses que la peau était devenue comme du cuir et à l'intérieur, il y avait plus de chair, il y avait plus que des pépins et de la mousse. Donc ça, c'était le piège. Donc de toute façon, si on vous propose un jour des légumes, acceptez-les, mais n'ayez pas peur de dire à votre voisin qui risque de renouveler l'opération, bon, ben, je suis d'accord pour avoir des courgettes venant de ta part, mais s'il te plaît, tu les cueilles quand elles sont encore de la taille de celles qu'on trouve dans le commerce, de manière à être parfaitement consommables. Même chose pour les tomates, même chose pour les poivrons, même chose pour les salades, il ne faut pas attendre qu'elles soient montées en graines pour pouvoir les utiliser. Autre chose, la rhubarbe. La rhubarbe est également quelque chose que le voisinage aime bien vous offrir. Alors, ben, la rhubarbe, vous l'acceptez, Quand je vois le prix dans vous le la commerce, cuisinez. c'est un beau cadeau, hein? C'est un beau cadeau parce que la rhubarbe, elle coûte cher, hein. Oui. Généralement, c'est pas donné. Alors, vous l'utilisez, soit vous en faites de la confiture, soit vous en faites de la compote. Et puis, lorsqu'elle est cuite, voire même vous la surgelez en petits morceaux, hein, vous la surgelez et puis vous la réutiliserez en plein hiver pour faire de la tarte, pour faire une compote, pour Un faire éventuellement crumble. une confiture en association avec un autre fruit qui ne sera pas forcément un fruit de la saison de la rhubarbe, puisqu'il est connu que la rhubarbe, bon, ben, elle ne pousse pas, je dirais, elle ne pousse plus ni en automne ni en hiver, évidemment. Il faut attendre le printemps et le début de l'été. Donc, ce sont toutes des choses qu'on peut vous offrir et qui ne coûtent rien. Alors, autre chose, on parlait des déchets tout à l'heure. Quand on a la chance d'habiter à la campagne, mais je viens de voir une émission, c'est même possible en ville. Bon, bien sûr, pas en appartement, là c'est vraiment difficile. Mais lorsqu'on habite en ville et qu'on dispose quand même d'un tout petit coin de jardin, c'est d'avoir des poules. Alors, il y a toute une campagne comme ça, je dirais, de promotion de la poule. Pour une raison toute simple, c'est que la poule, ça vous mange énormément de déchets alimentaires et ça mange quasiment tout, hein. Toutes les plures. Donc, celui qui a 2 poules ou 3 poules dans son jardin, dans une petite cage, dans un petit enclos, il peut déjà se débarrasser de tout ce qui est déchets verts et déchets alimentaires. Ça vous mange les épluchures de pommes, les trognons, les épluchures de pommes de terre, ça vous mange des queues de fraises, ça vous mange, je dirais, tout ce qui est même alimentaire, des restes d'assiette. À la limite, la poule est quasiment omnivore, hein. Donc, en récompense, ben, vous allez avoir le plaisir d'avoir tous les jours, selon le nombre de poules que vous avez, 1, 2, 3 ou 4 œufs à aller chercher quasiment tous les jours pendant la bonne saison. Donc, non seulement la poule vous débarrasse de vos déchets, mais en plus, elle vous ramène quelque chose tous les jours en remerciement. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Oui, sinon, que tu parlais d'habiter à la campagne, quelque chose dont on parle très peu aussi, c'est le glanage. Ah, le glanage, évidemment. Oui. Alors, le glanage, je rappelle quand même la notion de glanage, hein. Le fait de glaner, c'est de se rendre sur un champ et d'aller y chercher ce qui traîne. Alors, il faut faire une différence entre le glanage et le maraudage. En fait, le glanage n'est légalement possible que lorsque le champ a été récolté. Quand on dit le champ, ça peut être un verger, ça peut être un champ de terre, hein. Donc, il est absolument impératif que le champ ait été récolté, que la récolte soit terminée. Si la récolte est encore en cours, ce n'est pas du glanage, ça reste du maraudage. Néanmoins, il y Ce a qui est par illégal. exemple et c'est illégal. Alors, il y a néanmoins, alors le mieux, c'est évidemment de demander l'avis du fermier ou du propriétaire du champ. Ça évite à ce moment-là tout problème. Je vais prendre un exemple. Les pommes de terre. À un moment donné, et je parle d'il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le client, le particulier, le consommateur voulait des belles pommes de terre, des grosses pommes de terre. Or, les pommes de terre s'arrachent maintenant de manière mécanique et ce depuis des années. Alors, lorsque le fermier, l'agriculteur a passé les machines, généralement, il reste avec toute une série de petites pommes de terre, je dirais de la taille d'une grosse bille, hein, qui sont mélangées avec à peu près l'équivalent de 2 à 3 fois leur poids en terre. Et alors cette masse, il va la mettre, il va la verser, la déverser, dans un coin de son champ et pour un champ d'1 hectare, vous avez comme ça parfois 2-3 tas, je dirais comme des gros tas de sable qui sont en fait de la terre, de la couche superficielle du terrain, mélangés avec des pommes de terre. Alors,
regardez un petit peu, donc ce tas contient en fait des toutes petites pommes de terre qu'on appellerait des grenailles. Regardez maintenant, quand vous allez faire vos courses, le prix que vous payez ces fameuses grenailles. Si on les chiffre en euros, on est souvent dans les 2 €, voire parfois plus le kilo. Oui. Or, il y en a là-dedans des dizaines et même, je dirais parfois des centaines de kilos. Et c'est pas rare, moi je l'ai encore remarqué il y a pas longtemps, de voir des voitures qui sont arrêtées, qui ont des sacs, je dirais de réemploi, des sacs à commission, et qui vont comme ça sur le tas de pommes de terre, trier à la main et récupérer comme ça des dizaines de kilos de pommes de terre. Ça représente malgré tout des dizaines, voire même parfois des centaines d'euros qu'on peut récupérer. Et ça, c'est légal. Et quand, évidemment, ce n'était pas pour être consommé ultérieurement ou récupéré ultérieurement, il n'y a aucun problème à aller récupérer comme ça des choses qui sont finalement laissées à l'abandon au bord du chemin. Oui, j'en parle parce que ça me rappelle un film que j'avais vu qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda. Voilà. En fait, elle parlait notamment aussi des producteurs de pommes de terre parce que moi, je me souviens quand j'étais petit, les pommes de terre, même au supermarché, tu les achetais avec de la terre autour. Mais tout à fait. Maintenant, les pommes de terre, elles sont vendues en sachets Elles nettoyés, sont lavées, calibrées. Elles sont magnifiques. séchées, calibrées, bien sûr. Tes pommes de terre, dès qu'il y a des pommes de terre difformes, en fait, qu'est-ce qu'il fait le producteur? Il les passe dans une chaîne qui va les trier. Et après, toutes celles qui sont hors calibre, qui sont tordues, qui sont pas bonnes, Elles sont rejetées, en fait. Hein. voilà. Et en fait, il y en a tellement qu'il peut les il va parfois en vendre. Hein. Chez nous, ici, on a un producteur qui vend ces pommes de terre-là. On paye 5 € le sac de 25 kilos. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est acheter directement chez le producteur. Et encore la terre autour, j'aime bien parce que justement, elle conserve longtemps comme ça. Alors Elles conservent nettement mieux, d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a celles qui remettent sur le champ ou qui retapent en tas comme ça parce qu'elles sont hors calibre. Si vous connaissez un coin comme ça, c'est un peu comme un coin au Maury. Généralement, on se le partage pas. Mais c'est un endroit où après, les gens vont se servir et tu peux avoir comme ça des kilos et des kilos de pommes de terre. Parfois, ils disent au Resto du Cœur, alors ils viennent se servir. Mais ça marche aussi pour toute une série d'autres écoles. Les haricots, les pois... aussi. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi moyen de se procurer des carottes à très bon prix. Vous avez évidemment dans les supermarchés des carottes qui sont en barquette, qui sont calibrées, qui sont vendues au kilo ou 2 kilos, hein, toutes droites, je dirais quasiment toutes du même diamètre et de la même longueur. Et puis vous avez déjà une deuxième catégorie, ce sont les carottes vrac. Qui sont d'elles un petit peu moins triées. Il y a des plus grosses, il y a des plus petites, il y a des plus longues, il y a des plus courtes. Et elles sont généralement vendues au poids et leur prix est à peu près, disons, aux 2/3 du prix des carottes de plus belle, je dirais de plus belle conformité. Et puis, lorsque vous avez la chance de connaître un grossiste ou quelqu'un qui fait les marchés extérieurs et non plus donc bien sûr le commerçant de la grande surface, vous avez des carottes vrac qui sont dites des carottes pour animaux. Alors je tiens quand même à tordre le cou d'un canard boiteux déjà au départ. On ne cultive pas au départ des carottes pour animaux. On cultive des betteraves fourragères, ça c'est une chose, qui sont des betteraves d'une espèce différente. On cultive des betteraves sucrières. On cultive également des betteraves, disons, de consommation qui sont des légumes, les betteraves rouges. Mais on ne cultive pas des champs de carottes de manière spécifique pour animaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces carottes pour animaux? Ce sont en fait des carottes qui ont été, je dirais, triées et qui ne correspondent pas à la standardisation des belles carottes que l'on voudrait. Donc elles ne correspondent pas ni aux carottes premier choix qui sont vendues en barquette, ni aux carottes second choix qui sont vendues en vrac dans les grandes surfaces. Donc ce sont des carottes qui sont, je dirais parfois cassées, qui sont plus petites, qui sont tordues, qui sont doubles, des carottes jumelles, etc. Et alors ces carottes, évidemment, comme elles sont entre guillemets d'un troisième choix d'un point de vue de leur présentation uniquement, on les vend en sac de 20 ou 25 kilos, mais pour quelques euros, pour 2-3 euros, vous avez quelquefois un sac de 25 kilos. Alors, imaginez un petit peu au kilo ce que ça vous fait comme prix, ça vous fait nettement baisser le prix. Or, une fois que les carottes auront été, elles sont déjà lavées en plus, hein. Or, une fois que les carottes ont été, je dirais, pelées, coupées en morceaux, quand il s'agit de faire du potage, il s'agit de faire, je dirais, un rata de légumes, ça ne vous coûte absolument rien. Oui. Alors, autre économie d'échelle. Mais justement, oui. tu nous ramènes vers le point suivant que tu m'avais dit lorsqu'on a préparé l'épisode.
Les fins de série, donc les carottes, tu dis, qui ont été écartées de la production, les patates qui ont été écartées de la production parce qu'elles ne sont pas bonnes, ça va aussi dans d'autres industries. Les éléments qui sont écartés de la chaîne parce qu'ils ont une imperfection. Oui, de toute façon. Mais ça, maintenant, il y a des magasins qui se font quasiment une spécialité de vendre ce qu'ils appellent les légumes biscornus. Hein. Alors, le problème, c'est que ça devient aussi un petit peu une histoire de marketing. Alors, j'ai calculé un petit peu. On vous fait un plateau en carton avec un concombre qui est quasiment, je dirais, plié au point d'être presque circulaire. On vous met des tomates qui ont des excroissances. On vous met des poivrons qui ne sont pas ni rouges, ni bleus, ni jaunes, ni verts. Ils sont un petit peu entre deux couleurs. On vous met, que sais-je moi, un céleri qui est un peu défraîchi. Hein, et on vous vend tout ça. Mais j'ai fait le calcul et finalement, c'est de nouveau une, comment dirais-je moi, une manœuvre commerciale qui fait qu'en réalité, ce n'est quand même pas si bon marché que ça. On se donne, disons, un petit peu bonne conscience en achetant et en vendant pour ceux qui commercialisent ce genre de choses. Et dès le moment où c'est une grande surface qui le fait, je dis toujours, attention, on surfe sur l'air du temps. Hein. On a vendu à un moment donné les légumes oubliés, qui en fait n'ont jamais été oubliés, qui sont simplement une remise à la mode de légumes qui étaient un petit peu passés de mode finalement, et que la grande surface a réussi à remettre au goût du jour. Hein. Non, c'est pas de ça que je parlais. Je parlais notamment des chocolats. En Belgique, Ah, ça c'est autre chose, on a des ça, oui, bien sûr. Oui, dans les industries chocolatières, dans certains standards de qualité, ils sont tellement serrés qu'ils n'acceptent aucune imperfection. Du coup, tu as toute une série de pralines et de chocolats qui sont écartés de la chaîne et qui sont revendus au second choix. Est-ce vraiment intéressant, Guy? Alors donc, on en avait discuté et c'est vrai que lorsque les touristes viennent en Belgique, ben, c'est pour acheter essentiellement et repartir avec du chocolat. Alors, j'étais allé un petit peu sur le site de certaines grandes maisons de chocolaterie parce qu'il faut savoir que au niveau de la Belgique, nous avons créé ce qu'on appelle la praline. Alors, la praline, qu'est-ce que c'est? Contrairement à l'appellation française, ce sont les chocolats fourrés. Hein. Alors, il y a plusieurs grandes maisons qui se partagent, je dirais, le marché. Vous avez les très très grandes, vous avez les maisons, disons, haut de gamme, et puis vous avez les maisons, je dirais, moyenne gamme, et puis les maisons, entre guillemets, bas de gamme et tout à fait, je dirais, tout à fait populaire. Alors, je me fournissais déjà dans une maison qu'on va qualifier de haut de gamme, et j'allais donc à l'usine de production parce que le gros avantage, c'est qu'ils ont à côté de l'usine de production un tout grand magasin où on vend toute une série de produits et d'articles destinés aux pâtissiers et aux boulangers. Donc c'était évidemment intéressant pour moi, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau du matériel de décoration, au niveau du matériel de travail, etc. Et puis, je suis allé un petit peu fureter sur Internet, sur le site d'une autre très, 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 très grande maison, et qui est en fait ma maison préférée. Tu parles de l'inventeur de la praline? La cité, Seneos, qui a son usine vraiment dans la banlieue bruxelloise, vraiment à côté de Bruxelles, un jet de pierre de Bruxelles. Ouais. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il proposait de la vente à l'usine directement. Alors, il y a moins d'une semaine, je suis allé faire des courses dans le centre-ville. Et comme d'habitude, je suis allé dans un des magasins, dans la maison mère de l'établissement. Et puis, j'ai quand même comme ça 2 pralines fétiches qui sont vraiment pour moi les meilleures du monde. C'est Caprice et Tentation qui ont été inventées en 1958. Et je les achète à la pièce, évidemment. J'en achète que quelques-unes à la fois. Il faut savoir que le prix au détail, le prix de vente des pralines, c'est 75 € le kilo, ce qui est quand même un certain budget. Hein. Et puis je discute avec une des vendeuses qui me dit, écoutez, qu'elle dit, si vous les aimez bien, que vous aimez bien les pralines de chez nous, vous devriez aller jeter un petit coup d'œil à la vente à l'usine. Et je dis oui, j'ai déjà vu sur Internet, les conditions sont vraiment aussi intéressantes que ça. Elle me dit oui, elle me dit en fait, vous pouvez même les acheter au kilo. Bon, pas forcément ces deux-là, mais vous pouvez acheter des pralines au kilo. Et c'est 25 € le kilo, donc c'est déjà un tiers du prix à la base. Mais quand on en prend au moins 3 kilos, on ne les paye plus que 3 kilos pour 50 €. Donc là, ça nous revient à peine plus que 16 € le kilo. Donc 16 € d'un côté au lieu de 75 de l'autre, c'est quand même vraiment un fameux gain. Et alors la curiosité m'a poussé aujourd'hui, avant même l'émission. Je me suis rendu donc là-bas à l'usine et j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Alors c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Vous entrez dans une pièce. D'abord, pour les gourmands, on a le droit de déguster autant de pralines qu'on veut. Donc si j'avais voulu manger avant de revenir 1 kilo ou 2 kilos de pralines, il n'y avait vraiment aucun problème. Toutes les pralines qui sont mises en vente
sont soumises à la dégustation, je dirais, et on ne surveille pas ce que vous mangez. Hein. Il y a de Donc quoi ça, se c'est déjà rendre le malade, premier. quoi. Voilà, ça c'est déjà le premier gros côté agréable. Donc ça veut dire que ce que vous allez acheter, vous l'aurez goûté, comme ça vous faites une idée de ce que c'est. Et en fait, les pralines sont vendues soit en ballotin, donc en petit conditionnement, tels que ceux que vous trouvez dans le commerce, soit elles sont vendues en vrac, mais en kilos, donc dans des boîtes cartonnées d'1 kilo. Et tout est impeccable, hein, je vais dire, au niveau date de péremption, il n'y a aucun problème, tout est indiqué. Alors, la seule différence avec celles qui sont vendues au prix plein dans les commerces de détail, c'est que ce sont des pralines de second choix. Alors, pour des maisons pareilles qui font vraiment ce que j'appellerais de la haute couture dans le domaine de la chocolaterie, aucune imperfection n'est permise. Que ce soit une petite bulle apparente sur la surface d'une praline, que ce soit une praline qui a démoulé, qui est un tout petit peu moins brillante que ce qu'on estime qu'elle devrait être au niveau du standard de la maison, que ce soit éventuellement une praline qui a été roulée dans des copeaux de chocolat mais qui présente un peu moins bien parce que, Un tout petit défaut, je quoi. dirais, elle a un tout petit défaut, une petite imperfection, etc. Bon, donc tout ça est vendu en boîte d'1 kilo au prix que je viens de vous indiquer, et ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, bon, ça coûte quand même cher finalement, puis qu'est-ce que je dois faire avec 3 kilos de praline, hein? Bon, autant vous dire que j'en ai acheté beaucoup plus que ça. Alors, l'idée est la suivante. À condition de le faire en ayant bien sûr un but derrière la tête. Hein. Vous avez les fêtes de fin d'année qui vont arriver dans quelques mois. Vous avez parfois des anniversaires. Vous avez des barbecues l'été. Vous devez aller chez les personnes qui vous invitent. Vous devez rendre des invitations. Vous devez effectuer des remerciements. À la limite, vous vous organisez avec un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un parent, des amis. Vous allez dans ce genre de magasin d'usine, vous achetez 3, 4, 5, 6 kilos de praline à plusieurs, bien entendu, et puis après, vous faites les parts. Alors, on a tous chez soi, vous allez me dire, on n'a pas les ballotins pour faire l'emballage. Bon, d'accord. On a tous chez soi, dans les greniers, dans les caves, un vieux service qu'on a reçu d'une grand-mère, qu'on a reçu d'un voisin. On a reçu des boîtes quand on est allé en vacances en Bretagne avec des biscuits au beurre salé, avec un petit bateau sur le couvercle. On a reçu, je dirais, des verres disparates. On a fait Ça sent le des vécu. brocantes. On a acheté toutes sortes de choses dont on se dit après coup, mais bon, finalement, je n'en ai pas vraiment l'utilisation. Eh bien, vous utilisez tous ces récipients un peu disparates, un petit peu, je dirais, olé olé. Vous remettez une belle dentelle à l'intérieur, vous garnissez avec des pralines, un assortiment de pralines second choix au prix que je viens d'indiquer, vous faites un bel emballage, vous mettez un beau ruban, et puis ça y est, le tour est joué, vous avez un super cadeau à offrir, qui a quand même de la qualité, parce qu'il n'y a rien qui a changé au niveau du goût, ni de la qualité même du produit, et vous avez quelque chose qui, faut être honnête, hein, qui va malgré tout très très bien présenter, et qui a une certaine valeur, parce que quand vous mangez votre praline, combien de temps la regardez-vous et combien de temps la gardez-vous en bouche? Vous la regardez quelques secondes, mais vous la gardez en bouche bien plus longtemps, et c'est finalement le résultat en bouche qui compte. Hein. C'est pas la présentation, je dirais, sur un plateau qui dure 1 seconde ou 2, qui doit normalement être votre critère de choix. Oui. Donc, mais pour le plateau de mignardise avec le café lors d'une réception de mariage, ça vaut la peine d'aller se fournir là-bas. Plutôt que d'aller dans le magasin à la Grand Place où tu vas les payer plein pot. Bien sûr, d'autant plus que généralement, lors d'une réception pour le mariage, il fait déjà un petit peu sombre, on s'éclaire avec des chandelles, les gens ont bu un verre et ils ne vont plus du tout s'accorder à regarder l'aspect de la praline extérieurement, si elle est tout à fait conforme et s'il ne manque pas, je dirais, un peu de chocolat sur un angle. Dis-moi, tu as trouvé les défauts sur toutes celles que tu as achetées? Ah, je les ai vus sur place, mais je n'ai pas encore ouvert les boîtes, donc c'est quand j'ouvrirai les boîtes demain que je vais pouvoir en juger, évidemment. Hein. Moi, je me souviens un jour, mon papa est revenu comme ça avec une boîte de pralines du magasin, enfin du magasin d'usine. Effectivement, il y avait quelques décorations qui avaient été genre un peu de travers, genre tu vois, au lieu d'avoir 3 traits qui en chocolat Oui, il n'y en blanc avait que par-dessus, 2, ou il y en avait voilà, 3, il y en a un qui était qui interrompu. chevauchaient, voilà, c'est ça. Les magasins d'usine, c'est effectivement aussi un truc intéressant. J'ai ici de mon côté, j'habite dans un petit village assez éloigné où il y a une usine. Il y a le magasin d'usine d'une grande marque de produits, des sacs de maroquinerie typiquement anglais. Et le magasin d'usine ici fait de la vente directe. Il fait aussi parfois du second choix, et où effectivement ça permet d'avoir des prix hyper intéressants. Mais bon, on s'écarte, on s'éloigne. Oui, parce que au niveau des légumes, je n'avais pas tout dit.
Oui. Une autre astuce qui est extrêmement, je dirais, connue de la plupart des gens qui font leurs courses, je dirais, sur le terrain, ce sont les fins de marché. Ah oui. Alors les fins de marché, là, on fait parfois vraiment des opportunités extraordinaires. Pourquoi? Vous avez des produits qui sont restés, parfois exposés pendant, 1 heure ou 2, surtout quand le temps est chaud, hein. Et les produits, ben évidemment, le marchand, il sait très bien que s'il les remet dans son camion, il doit chez lui les ressortir, les remettre éventuellement dans un endroit, réfrigéré, les recharger le lendemain, les représenter à la vente. Lorsqu'il y a par exemple des plateaux de pêche, pour prendre un exemple comme ça, vous avez des pêches, il y a une pêche qui est, abîmée. Je peux vous dire que j'ai déjà vu mettre au rebut carrément à la poubelle, des plateaux de pêche pour une seule pêche qui était abîmée. Si vous allez à la fin du marché, généralement, déjà spontanément, le marchand, le maraîcher va brader ses produits pour s'en débarrasser. Et puis ensuite, vous pouvez très bien vous négocier et dire: «Bon écoutez, là vous avez un plateau de pêche, mais il y en a 2 qui sont un petit peu abîmés, qui ont eu un coup ou quoi, vous me faites un prix». Généralement, si vous le faites en début de marché, Il il va y aura t'envoyer pas de bouler, prix. hein. Mais si Non. vous le faites en fin de marché, il y a beaucoup de chances que vous ayez, le prix à 50, voire même à un tiers du prix du départ. Alors qu'est-ce que c'est si vous faites une confiture de pêche ou une compote de pêche après? Qu'est-ce que c'est que de devoir nettoyer de pêche et enlever éventuellement la partie qui a été, abîmée sur un ou 2 des fruits du plateau? Ça ne vous coûte rien. Même chose pour les légumes, hein. Vous avez ça pour les bananes qui sont parfois un petit peu trop avancées. Vous avez la même chose pour des légumes feuilles de type céleri, pour des légumes de type salade. Il y a vraiment des opportunités au niveau du marché comme ça, de faire des affaires, à condition de nouveau d'en avoir l'utilisation ultérieure et de savoir les traiter. Ouais, le marché, ce sont souvent des commerçants qui sont là. Bon, à la fin, ils n'aiment pas récupérer tout. Mais en tout cas, j'ai une autre chose qu'on oublie, c'est que quand on achète une grande quantité, il ne faut pas hésiter à négocier. On lui demande, ça ne risque rien. Comme on disait ma grand-mère, ça te coûte rien de demander, de toute façon, le nom, tu l'as déjà. Exactement. Et donc, ça m'est arrivé fin de marché, dans une ville de province en Belgique. On voulait des mangues et on regarde, on voyait un gars qui lui restait 3 cajots de mangues. Il faisait un prix, il bradait pas vraiment, mais j'ai dit, si je prends les 3, tu prends pour 10 euros? Genre, je dis un chiffre comme ça. Et le gars fait, il avait l'air comme ça un peu, j'ai dit, je te les prends toutes là, hein. C'est comme ça, et puis tu sors le billet, et puis le gars, il fait, c'est bon, donne, et comme ça, il doit pas les remettre dans son camion. Est-ce Et que ce n'était pas au marché du Midi à Bruxelles par non, hasard? non, 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 non. c'était pas Ouais, là? marché du midi, il y a moyen aussi, hein. Ah, il y a moyen, hein? Grand marché du dimanche matin, si vous Tout à visitez fait. Bruxelles, c'est un peu comme le marché des Lys à Rennes, où tu as des grands marchés comme ça dans chaque ville. Et à Bruxelles, c'est le dimanche matin. On y fait toujours des bonnes affaires. Effectivement. D'ailleurs, je me souviens qu'avant que je quitte la Belgique, j'y allais tous les dimanches parce qu'il y a quelqu'un qui vendait des seconds choix de chocolat. J'achetais des boîtes comme ça de seconds choix de chocolat, puis quand j'allais travailler en France, j'amenais ça à mes collègues français, et c'est comme ça ils ont fini par m'adorer. Mais nous y sommes déjà allés ensemble à l'époque, hein? Ah oui, et il est toujours au même endroit? Alors, aux dernières nouvelles, moi je n'y vais plus, mais enfin bon, il est toujours au même endroit, effectivement. Voilà, alors bon, Alors il y a encore d'autres opportunités, hein. Si par exemple vous décidez, avec bien sûr quelques personnes, de vous procurer une grande quantité d'un légume déterminé, imaginons, hein, l'équivalent de 20 kilos par exemple pour des poivrons. Il est évident, bien sûr, que vous devez prévenir votre marchand, vous ne devez pas débarquer comme ça, sans lui avoir réservé le produit. Si vous lui dites: «Voilà, la semaine prochaine, j'aurais bien besoin, de 20 kilos de poivrons, de 20 kilos de ceci, de 20 kilos de cela». Bon, bien sûr, vous devez nettoyer tout ça, hein, des haricots et des choses pareilles. Il est évident que pour une quantité pareille, il va vous faire un prix. Vous pouvez même lui tendre un petit peu la perche à l'avance en disant: «Voilà, je veux bien en prendre 20 kilos, je suis prêt à en acheter 20 kilos, mais je n'ai pas besoin d'avoir le premier choix». C'est-à-dire, je n'ai pas besoin, dans le cas des poivrons, d'avoir des gros poivrons bien luisants, je dirais qu'ils sont tous gros comme des poings. Vous êtes prêt à prendre des poivrons qui sont éventuellement un rien plus petit. Il n'y a aucun problème, vous allez les avoir pour moins de 50% du prix normal.
Oui. N'importe quel marchand, si vous demandez des quantités, va vous faire des prix. En fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un petit peu l'attitude du professionnel. Le professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend au marché matinal, que ce soit en France, à Rungis pour les gens qui habitent près de Paris, que ce soit au marché matinal à Bruxelles pour les professionnels en Belgique, et puis il y a d'autres marchés dans n'importe quelle ville Oui. du monde. Le professionnel se rend bien sûr dans ce genre de marché. Il n'achète pas un kilo de poivron à la fois, il va négocier une caisse au minimum, parfois deux, parfois même une palette si c'est un semi-grossiste. Donc, si vous vous rapprochez de la manière dont les professionnels travaillent, vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est faire des économies. Oui. Mais en fait, si tu vas directement à Rungis, tu enlèves la marge d'un Ah, intermédiaire. Hein. on enlève les intermédiaires aussi. Maintenant, attention, il n'est pas toujours permis aux particuliers de se rendre dans des marchés qui sont parfois réservés uniquement aux professionnels, hein. Oui. Et alors là, c'est un autre point dont on devait discuter, c'est essayer, disons, d'avoir dans son entourage des professionnels qui, eux, ont accès à ce genre de choses. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez effectivement les marchés matinaux, disons pour restaurateurs et pour grossistes, et puis vous avez des magasins professionnels qui ne sont ouverts ou qui ne sont admissibles que pour des détenteurs de cartes, hein. Alors bon, moi j'ai la chance d'avoir, pour prendre un exemple, 3 cartes de magasins qui sont réservées aux professionnels. Heu, mais tout le monde n'a évidemment pas cette chance-là. Donc quand vous connaissez quelqu'un, que ce soit un ami restaurateur, un ami, boulanger-pâtissier, un ami, grossiste qui tient, disons, un commerce quelconque d'alimentation, quand vous avez la chance d'être en bons termes avec ce genre de personnes, vous pouvez très bien profiter du canal en question, puis lui demander éventuellement 1 ou 2 fois par an à pouvoir l'accompagner s'il est d'accord, voire même qu'il vous ramène des marchandises Ou qu'il te à des prête prix sa qui sont carte. évidemment compétitifs. Oui, disons que c'est parfois un petit peu plus délicat parce que souvent le nom est indiqué sur la carte et si à un moment donné il y a un contrôle et qu'on vous demande vos papiers et que ça ne correspond pas, vous risquez d'avoir des ennuis. Par contre, en principe, rien n'interdit d'accompagner une personne, je dirais, qui est détentrice de la carte une fois de temps en temps et de faire vos emplettes et de faire vos achats, je dirais, groupés à cette occasion-là. Mais si aucune de ces personnes-là ne veut vous aider, il y a une personne qui vous aidera certainement et il a aussi cette carte-là. Je le sais parce que Oui, 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 j'ai un oui, oui. oncle qui est dans le cas. C'est le curé. Le curé, par sa paroisse, a le droit d'avoir ce genre de carte et généralement, ils ne se privent pas pour le faire parce qu'ils ont aussi des achats à faire pour des groupes, quoi. Et il suffit d'aller lui demander. Bon, après, bon, c'est pour les gens qui vont à l'église, généralement, mais faut savoir que les collectivités comme les associations et les paroisses et les communautés religieuses, souvent, sont aussi dans le cas. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander, en fait. Bon, mais au niveau de la ménagère, comme tu dis, au niveau du particulier, Ah oui? l'auditeur lambda qui nous écoute. Ben là, il y a toutes les opportunités, je dirais, des actions ponctuelles que les grandes surfaces effectuent, hein. Il y a souvent, des marques avec, 1 plus 1 gratuit, 1 plus le deuxième à 50 et tout des choses comme ça, 2 plus 1 gratuit et cetera. Dès le moment où vous êtes sûr que le produit n'a pas été augmenté un jour ou 2 avant, par rapport à son prix habituel, dès le moment où vous avez à peu près l'équivalent d'un tiers, de réduction, vous pouvez considérer que c'est une bonne affaire et vous pouvez acheter. Donc dès le moment où vous êtes à du 2 plus 1 gratuit, en principe, si le prix n'a pas été augmenté pour vous tromper, vous faites une bonne affaire, hein, parce que réduire, son prix de 33 c'est quand même pas mal, hein. On n'a pas ça comme intérêt quand on place son argent à la banque actuellement, hein. Mais je tiens quand même à préciser que la plupart des gens qui voient ce genre d'action vont être limités. Moi, je pense que, dans mon esprit, la plupart des gens, je parle de la masse des gens, ont un horizon limité à la fin du mois. Et très peu de gens anticipent. Et quand tu as ce genre d'action qui arrive, les gens ne vont pas prendre des quantités phénoménales. Parce que, bon, alors il y en a qui vont mettre des raisons techniques, parce qu'ils n'ont pas la place pour stocker ça, Bien sûr. parce qu'ils n'ont pas l'utilité. Bon, ils habitent seuls ou en couple. Bon, c'est vrai que tu n'as pas l'intérêt si tu vois la viande hachée à 50%, grande promotion du mois, tu n'as pas spécialement envie de manger des boulettes pour les 3 prochains mois. Et puis, tu as aussi ceux qui n'ont pas la capacité de stockage, c'est-à-dire qui n'ont pas le congélateur qui va pour ça, ou tout simplement, les gens ne pensent pas plus loin que d'en acheter un petit peu plus que d'habitude et qui, de toute façon, vont continuer à vivre leur vie comme ils la vivaient auparavant. Je prends un autre exemple. On va arriver en septembre, ça va être les foires au vin. Et je me souviens d'un jour,
quand je rentrais en Angleterre, je passe par Calais et sur le chemin, il faut connaître la dernière sortie avant la jungle. Et l'autoroute qui arrive au port, en fait, traverse la jungle. Avant, il y a une sortie. Et si je prenais celle-là, il y a un carrefour qui est à littéralement peut-être 500 mètres. Et où tous les Anglais s'arrêtent. Et c'est bien, tu peux payer en livres. Et un jour, on s'est arrêté là, c'était la foire au vin. Et ils avaient littéralement du vin Bordeaux supérieur. Tu achetais un carton, tu avais un carton gratuit. Donc, il fallait acheter par carton pour avoir la promotion. Et ça revenait à 1,25 € la bouteille. Tu vas me dire, oh, à ce prix-là, on ne sait pas ce que ça vaut. Je dis, bon, c'est un Bordeaux supérieur. Il n'y avait pas d'indication que c'était un mauvais vin. Je me dis, en fait, je sais comment travaillent les centrales d'achat parce que j'ai travaillé dans une centrale d'achat. Je me dis, ça, c'est quelqu'un qui veut se faire référencer. Il a fait un très, très bon prix à Carrefour. Et du coup, Carrefour a mis ce produit en avant pour sa foire au vin pour attirer du monde. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a littéralement rempli 2 caddies. Et si on n'a pas pris plus, c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans la voiture. Et qu'on avait peur de se faire choper à la douane. Parce qu'on passait quand même la frontière après. Mais ce genre de situation-là, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis même prêt à emprunter de l'argent sur ma carte de crédit et de faire un emprunt pour me constituer une cave à vin. Parce que pendant les foires au vin, tu vas avoir des vins qui vont être nettement moins chers. Parfois scandaleusement moins chers. Quand on est arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est déboucher la bouteille. Et finalement, il était très décent comme vin. Et j'en ai encore. Oui. Moi, dans le même ordre d'idée, j'ai un jour profité comme ça de l'inauguration, disons plutôt de la réinauguration d'un magasin à Carrefour près de mon domicile. En fait, il y avait des actions comme ça pendant 4 ou 5 jours. Il y avait un produit qui était mis à l'honneur. Et puis, j'avais un petit peu repéré les produits qui allaient être mis à l'honneur. Et un jour, il y avait un vin rouge justement, dont je connaissais le prix et dont je connaissais également le prix de vente ce jour-là. Disons qu'il y avait déjà à peu près 40%, 40-45% de réduction pour le vin en question. Donc, je me suis rendu au magasin et puis je dis, ben voilà, je viens pour l'action. Où est-ce que le vin se trouve? Ah ben, monsieur, écoutez, combien vous en faudrait-il? Ben, je dis, écoutez, au départ, 24, éventuellement même 36 bouteilles. Bon, ben ça va. Ils vont avec mon caddie chercher à l'arrière les bouteilles de vin en question que je connaissais. Et puis finalement, ils reviennent un petit peu désabusés en me disant, écoutez, on a un problème, c'est que notre stock est tellement parti rapidement que nous sommes en rupture de stock et on ne peut vous en donner, par exemple, je vais prendre un exemple, que 24 bouteilles au lieu de 30. Hein, ce sont des caisses de 6. Ah, je dis, c'est ennuyeux parce que j'étais prêt à vous en prendre un petit peu plus. Ben écoutez, il n'y a pas de problème, monsieur. Nous débloquons la situation. En réalité, on nous a livré en catastrophe, je vais dire, une autre palette d'un autre vin que nous vous laissons au même prix, mais qui était même plus cher que le premier. Donc finalement, au total, je me suis acheté une centaine de bouteilles de vin et j'ai gagné dans l'aventure, j'ai gagné quasiment 250 € rien qu'en achetant du vin, qui est un produit qui naturellement se conserve, surtout dans le cas du vin rouge. Donc évidemment, il faut pouvoir faire l'investissement au moment où ça se présente, mais quand ce genre de choses se présente, il ne faut pas hésiter du tout, si c'est un produit qui se conserve, à faire un peu de stock et à le garder donc chez soi dans sa cave. Donc, en fait, au supermarché, la façon de gagner des sous, d'économiser beaucoup, c'est de profiter des promos et d'acheter en saison. Je regarde le prix des tomates maintenant, le prix des légumes de saison, tomates, courgettes, tout ça, c'est à moins d'1 € du kilo. Tu retournes en hiver, tes tomates, tu vas les payer 4 € du kilo, facilement. Évidemment, mais d'ailleurs, il y a aucune raison de vouloir manger tomates fraîches en plein hiver. Hein, c'est une hérésie. Hein. Oui. En hiver, par exemple, la saison du saumon, généralement, tu peux avoir des saumons entiers à 5 € du kilo, 6 € du kilo. J'en ai encore vu l'année dernière, et chaque année, ça revient 6 € du kilo pour du saumon entier. Je me souviens d'avoir vu effectivement ma mère, qui était une très bonne gestionnaire au niveau du restaurant. Quand il y avait ce genre d'opportunité, elle en achetait des montagnes et remplissait les congélateurs. On en avait, dans la cave, on avait, je crois, c'était 5 ou 6 congélateurs et des énormes congélateurs bahuts qui étaient les stocks dans lesquels ils conservaient les promos qu'on trouvait. Et puis, 3-4 mois plus tard, ils avaient une réception à faire, ils avaient une commande pour une réception et ça leur permettait de vendre du saumon en Bellevue, qui était généralement une pièce très appréciée dans un buffet froid. Je ne sais pas si on fait encore ça. C'est un petit peu passé de mode. Hein, bon, voilà. maintenant, mais ça n'empêche. Hein, bon, ce qui convenait à une époque ne convient plus forcément à une autre, mais l'opportunité est-elle là. Par contre, ce genre d'opportunité, elle va plutôt s'adresser à
des professionnels ou à des amateurs qui ont un petit peu de technique. Parce que lorsque vous achetez un saumon entier, il est évident qu'il faut pouvoir après l'utiliser à bon escient. Il faut d'abord pouvoir l'écailler si ce n'est pas encore fait. Généralement, ils sont vendus vidés, donc là, ce n'est pas un problème. Mais il faut pouvoir soit lever les filets, soit couper des darnes. Parce qu'il n'est pas question, si on ne fait pas de saumon en belle vue chez soi, parce qu'on n'a généralement pas le récipient pour le cuire, ben, il est évident qu'il faut d'abord penser à le trancher en darnes et congeler les darnes individuellement et non pas congeler le saumon entier dans son congélateur. Hein. Ou lever les filets. Ou lever les filets, c'est ce que je venais de dire, et puis faire même des escalopes ou bien des suprêmes de saumon ou des steaks de saumon de manière à avoir des portions individuelles. En gros, mes parents pouvaient le faire parce qu'ils avaient la place pour mettre les congélateurs. Alors, là, j'ai ma... Et l'usage. Et l'usage. Et l'usage aussi. Alors, on s'est dit, oui, si j'avais un congélateur, je pourrais gagner beaucoup d'argent et faire beaucoup d'économies. Parce que toutes ces économies, on va pouvoir les faire en achetant des grandes quantités et en les conservant. Et le moyen de conservation le plus facile en cuisine, ça reste quand même le congélateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de conservation qui est accessible aux particuliers? Ah ben, il y a deux grands moyens. Hein. Il y a la conserve. Donc là, à ce moment-là, ça nécessite d'avoir des bocaux et d'avoir, je dirais, une marmite à stériliser. Et puis, vous avez la dessiccation, qui est quand même un moyen qu'on oublie parfois un petit peu et qui est peut-être un moyen très utile pour certains produits. Je vais prendre le cas des fruits, je vais prendre le cas des champignons pour prendre cet exemple-là. La dessiccation est un moyen particulièrement efficace pour conserver le produit et pour l'utiliser ultérieurement. Qu'est-ce que vous entendez par disséquer? Ah, par dessécher. Eh bien, c'est Dessécher. le fait de faire perdre à l'aliment l'essentiel de son eau, puisque c'est quand même l'eau qui est responsable du pourrissement des aliments, hein, parce que l'eau offre un substrat aux bactéries pour pouvoir et aux moisissures pour pouvoir travailler. Or, il y a des produits qui contiennent énormément d'eau et qui ne perdent pas en qualité par la suite. Je vais prendre le cas des champignons. Une morille, pour prendre cet exemple-là, elle Oui. est bien meilleure lorsqu'elle a été déshydratée et ensuite qu'on l'utilise après réhydratation que lorsqu'on la consomme fraîche. Moi, j'ai déjà été très, très, très déçu par des morilles fraîches que j'avais achetées à une époque où je commençais, disons, à prendre les choses et je trouvais qu'elles n'avaient pas de goût. Or, une morille qui a été déshydratée et qui est réhydratée par la suite, elle a véritablement un goût de morille très pointu, très, très affirmé. Donc, les cèpes, c'est la même chose. Hein. Je ne dis pas qu'un cèpe frais est mauvais, pas du tout, mais le cèpe supporte très très bien la dessiccation, alors que ce soit en coupant des tranches, bien sûr, après l'avoir nettoyé, et ainsi de suite. Hein. Vous coupez des tranches, vous les enfilez sur un fil, et puis vous suspendez ce fil dans un endroit aéré, ventilé, bien sec, à l'abri des poussières, à l'abri des mouches, à l'abri des rongeurs, et ainsi de suite, ça va de soi. Mais lorsque vous faites sécher vos cèpes de cette manière-là, vous avez un produit qui est mis en réserve, qui est mis en sécurité pour une utilisation des semaines, voire des mois plus tard, et qui garde toutes ses qualités. Alors maintenant, on vend des appareils à dessécher les aliments, des dessicateurs. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'investissement si c'est pour s'en servir une seule fois, mais si maintenant on a l'habitude de faire des fruits desséchés, des pommes, des poires, des abricots, des prunes, des raisins éventuellement, et en plus des champignons, voire certains légumes, à ce moment-là, c'est vraiment utile d'acheter ce genre d'appareil. Oui, donc d'autant plus que c'est la saison des pommes là qui va commencer. Oui, maintenant, la pomme n'est peut-être pas le meilleur exemple pour une raison toute simple, c'est qu'on trouve des pommes à un prix abordable quasiment toute l'année. Par contre, c'est vrai que les cèpes, il y a une saison, C'est ça. on les trouve en bonne quantité et à des prix raisonnables à l'automne. On ne les trouve évidemment pas en plein milieu de l'hiver quand il y a 10 centimètres de neige, ni au printemps l'année suivante. Donc là, il faut vraiment profiter de l'opportunité. Les mêmes cèpes, va-t-on les racheter desséchés juste avant les fêtes? Ah, ça coûte un prix de fou, hein. Ah, ça, t'es bien content de les avoir séchés toi-même, hein? Et en plus, tu vois, t'as aussi cette fierté d'avoir fait les choses toi-même. Tu vois, c'est valorisant, c'est gratifiant. Regarde, c'est comme moi. J'ai décidé de planter des pommes de terre cette année. Cette année, c'est la grande année où j'ai décidé de me lancer dans la culture potagère dans mon petit jardin. J'avais entendu parler des cultures de pommes de terre en sac. J'avais essayé une fois avec des pommes de terre qui avaient commencé à faire des jets dans celles que j'avais achetées au supermarché. La récolte a été très décevante. Bon, c'est vrai que je les avais pas arrosées tout le temps. Et surtout après, je me suis rendu compte que les pommes de terre qu'on achète au supermarché, souvent elles sont pulvérisées d'un produit anti-germinatif. Donc ça ralentit la croissance. Donc là, cette année, j'ai fait les choses sérieusement. J'ai acheté des semences de pommes de terre et je les ai mis bien dans le sac. J'ai mis du compost dessus. Puis à chaque fois qu'elles poussaient, j'ai continué à mettre du compost jusqu'à quand
j'atteins le bord du sac et puis elles ont commencé à pousser partout. Et puis là maintenant, elles ont fleuri, elles commencent à arriver à maturité. D'ailleurs, je me demande si je peux pas commencer à les récolter déjà. Mais j'ai envie de les laisser pour qu'elles soient bien grosses. Mais tu as ce côté satisfaisant en me disant, si chaque sac, d'après la documentation, un sac pourrait contenir 6 à 8 kilos de pommes de terre en production. Je me dis, si chacun de mes sacs, j'en ai 8 comme ça, si chacun de mes sacs ne fût-ce que 6 kilos de pommes de terre, j'aurais cette satisfaction d'avoir produit moi-même, tu vois. Je ne suis pas un cultivateur, je ne suis pas un fermier, mais pourtant je suis content d'avoir fait ça, tu vois. Parce qu'il ne faut pas spécialement avoir un jardin avec une section potagère dedans. Nous, on a mis les sacs, on a acheté des sacs pour cultiver, tu achètes ça au magasin de bricolage. Et tu remplis ça avec du compost même que tu peux acheter dans le terrain, enfin dans le supermarché. Et donc, il suffit parfois juste d'une terrasse, d'un balcon pour pouvoir commencer à cultiver ses propres légumes, ses propres fruits. La tomate, j'étais étonné comment la tomate grandissait facilement dans un simple pot. Et autre chose que j'ai commencé à cultiver de manière tout à fait fortuite, c'est de l'ail. Et j'avais acheté comme ça des têtes d'ail où elles avaient commencé à sortir, à faire de la tige comme ça. Alors le truc c'est un simple, on va sur YouTube, on trouve toute une série de vidéos qui expliquent comment faire. Chaque petite gousse d'ail, je l'ai mis dans un gobelet en plastique avec un fond d'eau. Elles ont commencé à développer des racines, j'ai mis ça dans la terre et puis là ça pousse. Ça ne demande rien, juste de l'eau. Bon, effectivement cette année j'ai pas eu vraiment de chance parce qu'on a eu une sécheresse en début de saison. Le printemps était relativement inquiétant. D'ailleurs, on parle d'une catastrophe au niveau des pays de Méditerranée comme l'Espagne ou l'Italie. Je ne sais pas si tu as entendu ça, on parlait d'une diminution de 60% de la production d'olives pour l'Italie. Donc ça risque de faire monter le prix de l'huile d'olive. Donc je me suis retrouvé à devoir arroser mes plantes alors que moi je m'attendais à ce que l'arrosage naturel par le ciel se fasse automatiquement. Donc comme quoi, j'ai pas vraiment beaucoup de chance. Et donc, pour conserver tous ces aliments ou ces bonnes affaires qu'on a ramenées, soit du marché, soit du supermarché, d'une manière générale, les légumes, est-ce qu'il vaut mieux les cuire avant de les congeler ou on les congèle tels quels? Alors tout ça va dépendre du légume. Il y a des légumes, par exemple, qui se congèlent sans aucun problème crus. C'est le cas des poivrons. Alors les poivrons, bon, ben, vous les coupez en deux, vous enlevez le pédoncule, vous enlevez les pépins et les cloisons, vous les lavez. Et puis, vous pouvez très bien les congeler en demi, mais vous pouvez aussi les congeler émincés. Il n'y a aucun problème, le poivron se congèlera très bien. Et alors, l'avantage, c'est que la cuisson va être fortement raccourcie par la suite en raison de la congélation, puisque le poivron sera, je dirais, un petit peu attendri. Vous avez des légumes qu'il est absolument nécessaire de blanchir. Ce sont les légumes verts de type haricots verts, par exemple. Ne congelez jamais des haricots verts sans les avoir blanchis. Pourquoi? Parce que sinon les haricots verts vont ressortir grisâtres après congélation et ils vont avoir un goût de foin. Donc ça, c'est particulièrement mauvais au niveau du goût. Donc toujours les blanchir, c'est-à-dire en fait les ébouillanter au minimum pendant quelques minutes dans une casserole avec de l'eau bouillante salée. Et bien sûr, vous devez les rafraîchir et les égoutter avant de les congeler, hein. Les courgettes, c'est la même chose. Alors pour ce qui est des courgettes, moi je conseille ceci. C'est de ne pas congeler la courgette même émincée indifféremment vert et blanc. Je conseille, c'est de les couper en 4 et puis de récupérer la chair d'un côté et de mettre les parties, je dirais, vertes d'un autre côté. Pourquoi? Que ce soit en légumes, vous allez plutôt manger la partie verte, pas la partie blanche. Par contre, au niveau des potages, vous allez utiliser les deux. Mais par contre, vous allez également utiliser la partie centrale, la partie blanche, pour des potages de type potage tomate, potage carotte, etc. Donc moi je conseille, c'est de faire ce petit travail je dirais, de tri au niveau des courgettes, c'est de ne pas congeler vos courgettes, bien sûr entières, ça va de soi, mais même en morceaux, de différencier la partie centrale et la partie extérieure. Carottes, aucun problème, vous pouvez congeler les carottes émincées ou taillées entières. Les asperges, même chose, elles peuvent être congelées entières, mais bien entendu après avoir été épluchées. Tout ce qui est feuilles, vous évitez. Par exemple, je vais prendre un exemple, les laitues. Moi, je vous conseille laitues, scaroles, chicons, c'est de les cuisiner. À ce moment-là, vous allez pouvoir les congeler sans aucun problème. En ce qui concerne les fruits,
Imaginons vous avez un verger, vous avez énormément de pommes, vous avez des poires. Ne pas congeler évidemment en entier ni cru, c'est de faire directement des compotes avec ou sans sucre et de congeler vos compotes, disons, cuisinées. La rhubarbe, même chose. Mais la rhubarbe, elle par contre, c'est se congeler, coupée en morceaux crus, il y a pas de problème. Les fruits, on en a déjà parlé, fruits rouges de type fraise, ça donne un très mauvais résultat après décongélation. Donc l'idéal, c'est de les réduire en coulis. Par contre, les framboises, si elles sont congelées rapidement, peuvent donner un très très bon résultat en étant congelées individuellement. Et ça, j'avais déjà expliqué comment on devait faire pour y arriver. Et les agrumes? Alors les agrumes ne se congèlent pas facilement, si ce n'est qu'on pourrait éventuellement les tailler en segments et alors les conserver, disons, en congélation dans leur jus, là, il n'y a pas de problème. Et les pêches, nectarines? Alors pêche, nectarine et abricots. En ce qui concerne les abricots, on peut très bien les congeler en oreillons, c'est-à-dire en demi-abricot ou en quart d'abricot, sans aucun problème. Pour ce qui est des pêches, là, il faut les tailler en quartiers après les avoir émondés, donc les avoir épluchés. Même chose, hein, on les met sur un papier film qui garnit une planche ou un plateau, et lorsqu'elles sont prises après 1 heure ou 2 de congélation, on les rassemble dans un sac ou dans un récipient hermétique de manière à ce qu'elles ne perdent pas leur eau de végétation. Très bien. Dis-moi, on peut congeler les cerises? Alors les cerises peuvent se congeler après avoir été dénoyautées idéalement. Maintenant, lorsqu'on est habitué de manger des cerises dans un clafoutis où les noyaux restent, bon, personnellement, je trouve ça désagréable, mais il y a des personnes que ça ne dérange pas. On peut à ce moment-là les congeler en entier, il n'y a pas de problème. Et en plus, les cerises peuvent être utilisées pour tout ce qui est sauce, aigre douce en accompagnement des viandes blanches. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réaliser à l'avance les sauces et les congeler avec leur garniture. Donc si on veut faire par exemple du poulet Montmorency, on peut très très bien, c'est réaliser la sauce et uniquement la sauce en mise en place et puis la congeler et puis qu'il n'y a plus qu'à la dégeler par portion, disons, de 2 ou de 4 personnes. Allez, en vitesse, la recette de la sauce Montmorency. Alors, une sauce Montmorency, il y a plusieurs manières d'y arriver, mais la plus simple, c'est la suivante, hein. On fait un caramel avec du sucre, du vinaigre et du vin rouge ou du porto rouge, voire un mélange des deux. Lorsqu'on a le caramel, on déglace avec un jus de fruits. Alors quand on travaille avec des cerises en bocaux, c'est facile, on met le jus du bocal. Quand il s'agit de cerises fraîches, à ce moment-là, on met un petit peu de jus d'orange. On déglace donc avec un peu de vinaigre et un peu de jus de fruits. On fait réduire et ensuite on ajoute du fond brun, un jus de veau, un jus de viande. On ramène à ébullition, on ramène à consistance, on lie éventuellement et on rectifie l'assaisonnement, sel, poivre, éventuellement un peu de sucre si ce n'était pas assez sucré, éventuellement un petit peu de jus d'agrumes ou bien de vinaigre si ce n'était pas assez acide. Et voilà. Et voilà. Et puis il n'y a plus qu'à mettre les cerises dedans. Voilà. Sinon, un autre élément qu'on n'a pas vraiment parlé et qui fait partie des produits frais qui est parfois aussi intéressant, d'acheter en quantité que lorsqu'il y a des grandes promotions ou lorsque c'est la saison, c'est la viande. C'est la viande. Alors il y a surtout des promotions sur des viandes, disons, qui ne sont pas des viandes extrêmement nobles, hein. Donc je vais prendre un exemple. La viande hachée, c'est celle qui est généralement le plus souvent en promotion. Alors elle peut être soit pur bœuf par exemple, ou bien pur porc, ou bien pur veau, mais c'est souvent un mélange de ces viandes-là. Alors moi je conseille, c'est de faire 3 types de préparation. On va prendre le cas d'une viande de bœuf par exemple, ou bien d'un mélange bœuf et porc. Mais c'est de réaliser d'abord des boulettes, hein. Donc les boulettes, je Ça, rappelle, on a déjà donné. j'ai déjà donné la recette, donc il suffit de retourner voir un petit peu ce que j'ai expliqué. On réalise des boulettes et on les pré-cuit, donc on les cuit en réalité, hein. Et je rappelle qu'il y avait 2 grandes manières de les cuire, soit en friteuse, comme certains professionnels le font, soit au four, un peu comme une viande rôtie. Une fois que vos boulettes sont cuites, vous les laissez refroidir et puis vous les emballez, je dirais par portion en fonction de la taille de votre ménage. Ça peut être, disons, de 1 personne à 4 personnes. Ne jamais aller au-delà, il vaut mieux faire 2 paquets de 4 personnes qu'un paquet de 8, hein, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ensuite, ça c'est pour une partie de la viande. Ensuite, autre partie. Donc les boulettes, c'est épisode 30, pour ceux qui veulent aller revoir. Voilà. Alors, autre manière d'utiliser cette viande-là, c'est de la faire rissoler, d'en faire une sauce. Donc vous faites revenir votre viande, comme quand vous faites une sauce spaghetti par exemple, vous la faites revenir, vous l'assaisonnez,
vous ajoutez le coulis de tomate ou bien la sauce tomate que vous utilisez habituellement, et puis vous avez donc votre base de sauce spaghetti. Vous la faites comme vous êtes habitué de la faire. Si vous mettez un petit peu de carottes et de céleri, vous en mettez. Si vous mettez de l'oignon, des herbes, disons, appropriées, vous les mettez. Si vous mettez du vin rouge, vous le mettez. Vous faites votre sauce, je dirais, traditionnellement. Et puis à ce moment-là, de nouveau, vous congelez par portion selon la taille de votre ménage. Attention, de nouveau, même si vous avez une très grosse famille, il vaut mieux congeler 2 boîtes équivalentes 3 personnes qu'une boîte de 6. C'est à la fois plus facile à utiliser et c'est surtout plus facile à moduler. On peut très bien avoir quelques portions qui sont tout à fait individuelles, des conditionnements pour 2 personnes, des conditionnements pour 3, des conditionnements pour 4, et en fonction de ça, vous savez jongler comme vous le voulez, d'autant plus qu'à ce moment-là, si vous connaissez le jour où vous allez l'utiliser, la veille, vous enlevez les boîtes du congélateur et vous laissez tout simplement dégeler pendant 24 heures au réfrigérateur. Ça va même économiser l'énergie de votre réfrigérateur. Et ensuite, une autre partie, vous pouvez très très bien la rissoler à sec et la congeler à sec, donc sans sauce. À ce moment-là, vous allez pouvoir réaliser ultérieurement de nouveau du spaghetti si vous le voulez, mais aussi du chili con carne. Vous allez utiliser votre viande rissolée à sec pour faire du hachis parmentier, pour mettre dans un minestrone, pour mettre dans un potage et ainsi de suite. Donc là, vous avez à ce moment-là, vous savez plus par contre faire des boulettes, ça c'est évident. Mais par contre, pour tous les autres usages, il n'y a aucun problème. C'est quasiment adaptable à toutes les recettes. Oui, c'est ce que j'utilise souvent. La viande hachée qu'on a rissolée à sec, on peut mettre ça dans une... pour relever un peu une bolognaise qu'on achète en bocal. Ah oui, tout à fait. Tout simplement. Ça, c'est ce que je fais aussi. Souvent, la bolognaise du commerce est un petit peu pauvre en viande. Donc, le fait de remettre un petit peu de viande hachée dedans, un petit sachet, ne fait que la bonifier de manière assez spectaculaire. Tout à fait. Alors, on peut aussi la couper en petits cubes après, parce que, bon, moi, je suis parfois un fainéant. Et tu peux acheter parfois des bocals de sauce. Des bocaux, c'est bien aussi. Oui, voilà, des bocaux de sauce. Sauce aigre douce, machin chouette, à mélanger chaque fois avec un petit peu de viande qui n'est pas compris dans le bocal. Et donc, pour pas me casser la tête, la viande, quand je l'ai achetée comme ça en quantité, j'ai coupé, je l'ai rissolée. Parfois, tu la cuis pas complètement, tu la laisses un petit peu, tu la retires un petit peu avant qu'elle soit terminée, parce que au moment où tu vas la dégeler au micro-ondes, elle va continuer de cuire. Et tu l'incorpores avec ta sauce, et puis pof, voilà, c'est fait. Et c'est la cuisine une minute, quoi. Alors, une autre viande qui est très souvent en promotion, ce sont les viandes de poulet, par exemple. Que ce soit au niveau des cuisses, que ce soit au niveau des blancs, que ce soit aussi au niveau des ailerons. Et alors, on oublie un petit peu, c'est que les ailerons, finalement, ça permet toute une série de préparations différentes. Bon, les cuisses aussi, de toute façon, mais les ailerons coûtent généralement peanuts. On doit bien sûr les préparer, donc souvent les ailerons sont vendus entiers. Il faut les recouper en 2. Alors on peut très bien en traiter une partie rôtie, avec des épices par exemple. À ce moment-là, on la congèle, je dirais rôtie avec ses épices, et on peut très bien l'utiliser par la suite, que ce soit dans du couscous, que ce soit à l'apéritif, que ce soit, je dirais, tout simplement à réchauffer et puis manger comme si c'était du poulet rôti. Et alors, on peut très bien les pocher également. Alors, si on les poche, donc les cuissons, à ce moment-là, s'effectuent dans un liquide avec des légumes et bien souvent, on rajoute un bouillon cube. On peut les congeler de cette manière-là et de nouveau, on peut les utiliser comme garniture dans un potage après les avoir décortiqués. On peut en faire du vol au vent, on peut en faire des bouchées à la reine, donc c'est à peu près la même chose. On peut les utiliser, je dirais, après décongélation sur une salade. Donc c'est de nouveau un produit qui se prête particulièrement à l'utilisation différée et qui, lorsqu'il y a une opportunité, bon, le jour où vous avez trouvé votre volailler en disant écoutez, je suis prête à vous acheter 20 kilos d'ailerons de volaille, il n'y a pas de problème, il va vous faire un fameux prix. Oui, si tu commandes à ton volailler ou à ton commerçant, lui, il va aller chercher ça spécialement il va faire appel à son criée, grossiste qui lui fera un prix, bien sûr, voilà. Ou alors s'il va lui-même à la criée, il va aller le chercher. Ce sera peut-être l'occasion pour lui d'y aller. Alors un autre légume qui va arriver à l'automne et qui est souvent à des conditions extrêmement intéressantes, c'est le potiron et le potimarron. Alors moi j'ai toujours conseillé de prendre du potimarron plutôt que du potiron, pour une raison toute simple, c'est que la peau du potimarron peut s'utiliser, on n'est pas obligé de l'éplucher avant. Donc on gagne quand même pas mal de temps.
Et la peau, une fois qu'elle a été cuite, est tout à fait mixable, que ce soit pour en faire des purées, que ce soit pour en faire du potage. Et de nouveau, c'est le genre de légumes qui, après avoir été nettoyés et coupés en dés, se congèle parfaitement à cru, sans aucun problème, et est utilisable pendant tout l'hiver, je dirais à plusieurs reprises dans la semaine, sans aucun problème. Oui, tu en as déjà parlé dans l'épisode 15 sur le velouté de potimarron. Oui. Mais je le rappelle parce qu'on va arriver à l'automne. Hein. Voilà. Oui, c'est excellent. Une excellente recette en plus. Bon, moi, ce que je sais ici, c'est que dans l'Angleterre, ils mangent beaucoup d'agneaux et en période de Pâques, ils te jettent quasiment l'agneau à la figure à des prix. Cette année, j'en ai vu à 4 livres du kilo. Ça fait même pas 5 euros. Du gigot. Donc, ça, de nouveau, j'ai ma seconde moitié là qui me dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de congélateur? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de congélateur? Et je suis un peu partagé à l'idée d'investir dans un congélateur. Bon, effectivement, tous les arguments dont on vient de discuter prêtent à donner envie d'investir dans ce genre d'équipement. Mais d'un autre côté, les congélateurs, ça devient très facilement des oubliettes. Et c'est à l'inverse de mon portefeuille, c'est quelque chose qu'on remplit beaucoup et qu'on vide très lentement. Ça se remplit plus vite que ce qu'on le vide. Et on a tendance à mettre dedans, mais après, quand c'est question de retourner, d'enlever, c'est plus difficile. Et nombre de fois, j'ai vu la situation où les gens avaient des grands bahuts et finalement, ils étaient au courant que ce qu'il y avait en surface, parce qu'ils ouvrent, ils voient, éventuellement ce qu'il y a en dessous, mais après, dès que tu passes 30 cm de profondeur, c'est la grande zone inconnue de choses dont on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. En fait, j'ai peur de tomber dans ce travers-là parce que c'est effectivement assez amusant de préparer les choses, d'acheter des saumons entiers, d'acheter des caisses de fruits, de les préparer, les mettre au congélateur. Mais après, une fois que c'est au congélateur, on a tendance comme ça un peu à se relaxer et puis à se dire ouais, on mangera ça demain, on mangera ça plus tard. Et si on ne planifie pas quand est-ce qu'on va en manger ou qu'on ne prend pas la peine d'aller faire l'inventaire de son congélateur, on a alors du coup, on reporte à demain et finalement on se retrouve avec des aliments qui deviennent mauvais parce que même au congélateur ça devient mauvais. Du poisson, ça tient pas 2 ans au congélateur. Évidemment que non. Et alors ça sert à quoi allez, quelle est la différence entre tenir un poisson 2 mois au frigo à ce qu'il devienne bien mauvais et qu'il pue et qu'on est obligé de le jeter, ou le tenir 2 ans au congélateur et qu'il devienne bien mauvais et qu'il pue et qu'on doit le jeter? C'est pareil, à part que pendant le congélateur, j'ai payé pendant 2 ans l'énergie pour le refroidir. En soi, c'est peut-être pas grand-chose, mais finalement, c'est ce côté... je sais pas comment dire, ça risque de se retourner contre soi. Et au lieu de faire des économies, finalement, c'est quelque chose qui va te coûter en plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a un truc pour ça. Il y a d'abord le fait de tenir un agenda avec ce qu'on a mis au congélateur. Il y a le fait aussi d'étiqueter très soigneusement. Je sais que ça prend un peu de temps, hein, mais on vend des rubans d'étiquettes adaptés actuellement dans les grandes surfaces, voire même dans les magasins un peu spécialisés, où on peut indiquer avec, disons, un marqueur spécial ou bien un bic, on peut indiquer à la fois ce qu'elle produit. On peut indiquer la date dans laquelle on l'a mis en congélation et on peut également indiquer une durée, je dirais, d'utilisation. Alors je rappelle que pour tout ce qui est produits congelés, ça varie en règle générale entre 2 mois et 6 mois. Hein. Alors le moins, c'est évidemment le poisson. On considère que c'est un maximum, c'est 2 mois. Les viandes, il n'y a pas de problème, c'est 3-4 mois. Les légumes, il n'y a pas de problème, c'est 6 mois. Donc on met à la fois toutes ces informations-là. Alors on tient, comme on avait dit d'autre part, un agenda. Et puis un inventaire, tu veux dire? Comment? Un inventaire. Un inventaire, mais dans un agenda. On barre au fur et à mesure, évidemment, je dirais ce qu'on a pris. Alors l'agenda, il a un avantage, c'est que vous mettez aux dates, je dirais, de la mise en congélation, vous mettez les produits. Et puis ça vous permet à ce moment-là d'aller voir dans les dates les plus anciennes ce qui pourrait éventuellement encore rester. Hein. Donc en le classant comme ça par date successive, c'est beaucoup plus facile. Et puis on dit tiens, j'ai mis tel produit à tel moment, nous sommes maintenant à tel autre moment, donc je sais que j'ai encore quelque part dans le congélateur tel produit puisque je ne l'ai pas barré. Et alors le gros moyen de recyclage des produits, ce sont les soupes et ce sont les pot-au-feu. Hein. Ça c'est vraiment l'idéal parce que quelquefois le produit n'est plus vraiment apte à être utilisé de manière optimale. Je vais prendre un exemple. Un peu brûlé. Je vais prendre un exemple, le gigot d'agneau. Hein.
Oui. Bon, ben oui, le gigot, ben, il y a un petit temps qu'il est là, il a peut-être un petit peu desséché, ou que sais-je. Bon, vous l'utilisez à ce moment-là sous forme d'un ragoût, et puis il y a aucun problème, il va passer sans aucun problème, je dirais, comme s'il venait d'être cuisiné, hein. Même chose pour certains légumes, même chose, pour des viandes hachées. C'est vraiment l'utilisation en potage qui est l'utilisation optimale des produits qui n'ont plus toute leur qualité organoleptique, attendue. Les soupes, ça c'est quelque Les soupes. chose. Les soupes et les potages. Je sais que Sans compter que les soupes, ça ne coûte pas cher et ça remplit correctement, surtout l'hiver, hein. oui, ben, C'est aussi une manière de faire des économies, parce que lorsqu'on fait des soupes, on n'est pas obligé de mettre 150 grammes de viande par personne, hein. Dès le moment où on a 100 grammes et qu'on met un peu de fromage râpé au-dessus du potage, eh bien on a sa dose de protéines pour le repas sans aucun problème, hein. tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. La plupart du temps, les gens vident leur congélateur quand ils ont eu une panne de courant qui a duré tellement longtemps que Tout est acheté. tout est à jeter. Alors, généralement, quand vous avez une panne de courant, un congélateur est conçu pour tenir froid pendant encore 24 heures, à partir du moment où vous ne l'ouvrez pas. J'ai vu des congélateurs professionnels tenir même plus longtemps que ça. Bien sûr. Je prends par exemple une situation que j'ai vécue, une pièce où il y avait un congélateur la pièce a pris feu, il y a eu un incendie donc les murs calcinés, etc. Le congélateur à l'intérieur, 2 jours après, ils veulent l'ouvrir parce que le joint avait fondu. Ils l'ouvrent au pied de biche pour voir le contenu, pour faire l'état de perte du contenu, et c'était encore congelé. Oui, tout à fait. Alors que ça avait brûlé autour, et ça avait chauffé, quoi. Le joint avait fondu, quoi. Donc, un bon congélateur, normalement, d'une bonne marque, devrait tenir la coupure de courant. Et puis après, il faut penser à le désivrer. Et ça, bon, les modèles récents, maintenant, ils ont un désivrage automatique, et ça, c'est génial. Parce que il y avait toute une polémique, enfin, on en parlait beaucoup, que quand on ne désivrait pas son congélateur, ben, ça augmentait la consommation de courant. Et finalement, c'est beaucoup de contraintes si on veut vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Mais finalement, ces contraintes sont payantes parce que ça nous permet de réduire drastiquement le budget qu'on consacre à notre cuisine. Donc ça permet de profiter de meilleurs produits pendant longtemps. C'est-à-dire que quand je parle de meilleurs produits, je prends l'exemple des tomates. Les tomates qu'on achète en hiver, elles ne sont pas de meilleure qualité que les tomates qui sont en saison, tu vois. On va pouvoir conserver les produits plus longtemps. Et c'est surtout, on lutte contre le gaspillage. Je ne compte plus le nombre de fois où les gens s'indignent sur les réseaux sociaux, sur toute la nourriture qu'on gaspille comme ça, alors qu'il y a des gens qui ont faim ou alors que les prix sont très élevés. Mais finalement, la lutte contre le gaspillage, elle commence dans notre frigo, à chacun d'entre nous. Que celui qui n'a jamais jeté quelque chose qui a traîné dans son frigo, qui l'a acheté, qui l'a mis dans son frigo, qui l'a jamais ouvert, nous jette la première pierre. Voilà, qui me jette la première pierre. Je connais personne à qui ce ne soit pas arrivé. Pourtant, ça ne devrait pas. C'est illogique, ça n'a aucun sens. D'acheter quelque chose, le mettre dans son frigo, puis le jeter. Non ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'on a fait le tour du problème, hein. Voilà. Donc, on vous a parlé des façons de gagner, de faire des économies. Ça va être bientôt la rentrée. Les gens sont partis en vacances. Les enfants vont rentrer à l'école. Et puis après, là, on passe dans la période, moi, ce que j'appelle la saison de consommation. Notre société de consommation va commencer à battre son plein. Elle a déjà commencé dans les supermarchés. On a commencé à nous dire, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Hein, les gens sont partis en vacances s'ils ont eu la chance. S'ils n'ont pas eu les sous, ils n'y sont pas partis. Donc, ils sont quand même raides. Faire quelques économies sur leur budget, ça peut toujours être très intéressant. On n'y pense jamais. Donc, prenez le temps, un bic, un cahier. On peut justement profitez-en de la rentrée pour vous acheter un agenda pour faire l'inventaire. Et l'inventaire permanent de votre congélateur, ça peut être un bon investissement finalement. Planifiez vos menus. Prenez le temps de décider de manger ce qu'il y a dans votre congélateur avant de faire vos courses. Regardez ce qu'il y a dans le congélateur et au lieu de l'ouvrir, vous regardez votre agenda. Et merci pour ce truc d'ailleurs, Guy, je crois que je vais m'y mettre aussi. Et ça va finalement me convaincre d'acheter ce magnifique appareil que ma femme essaye de me faire acheter depuis longtemps. Et de préférence un congélateur vertical à ce moment-là pour avoir accès partout à tout. Oui, mais c'est plus difficile pour planquer le cadavre. Hein. Ah oui, il faut le couper en morceaux d'abord. Hein. Mais enfin bon,
Comme j'ai expliqué, hein, on le moue et puis après on en fait du hachis parmentier, hein, donc il n'y a pas de problème. Oui, ça va, comme ça après on peut donner au chien. Voilà. Bon, sur ce, je crois que ça est venu le temps de quitter, de prendre congé de l'auditeur qui a pris le temps de nous écouter jusqu'ici. Je vous remercie en tout cas. Encore toutes nos excuses pour être resté silencieux pendant si longtemps pendant ce début d'année. On vous promet, on va plus le faire. On va essayer. En tout cas, de votre côté, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez nous montrer un peu de gratitude, tout simplement nous encourager, parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est du courage. Vous pouvez toujours aller laisser un petit message sur la page Facebook, vous pouvez les partager. Vous allez sur notre page Facebook, Parler Cuisine, simple, facebook.com/parlercuisine en un mot. Vous trouvez les derniers épisodes et vous allez le partager avec vos amis. Voilà. Ou alors, vous allez nous suivre sur Twitter, ça aussi. Il y a pas mal de gens qui nous suivent sur Twitter, assez étrangement, et qui partagent et qui aiment ce qu'on partage, le contenu qu'on y passe. Ou alors, simplement, envoyez-nous un petit message. Si vous avez une question, on va essayer de répondre le plus possible aux questions des auditeurs. Et c'est quelque chose... Et on ne demande que ça d'ailleurs. Hein. Bah oui, depuis l'épisode numéro 1. Si vous retournez l'épisode numéro 1, on dit, si vous avez une question à Guy, posez-la. Guy, il sait tout. On essayera, on essayera, on essayera. Donc, tu sais ce qui fait un expert? Un expert, c'est quelqu'un qui connaît plus que 90% de la population. Mais ce qui fait un grand expert comme Guy, c'est que quand il ne sait pas, il sait où chercher la bonne information. Il sait faire la différence entre une vraie information, la bonne information et comme on dit chez nous, des couillonnades. Hein. Et ça, sur Internet, on a quand même pas mal. Des gens qui racontent n'importe quoi, qui croient qu'ils font la cuisine, qui te sortent un blog et qui malheureusement, à notre grand désarroi, arrivent à avoir des centaines de milliers de partages sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il a fait une petite vidéo qui présente bien, alors que techniquement... Techniquement, il y a à redire, comme on dit. Hein. Voilà. N'oubliez pas que Guy, c'est quand même quelqu'un qui a formé des cuisiniers pendant la plupart de sa carrière. Pendant la plupart de mes belles années, comme on dit. Hein. Voilà. Et donc, un prof de cuisine, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un prof de cuisine? Un prof de cuisine. Ah, oui, pourquoi pas. Parce que les cours de cuisine sont donnés par des cuisiniers. Mais qui c'est qui donne cours aux cuisiniers? Par des profs de cuisine quand même au départ, en principe. Mais c'est vrai qu'il y a des cuisiniers qui, sur le terrain, forment de fameux bons éléments. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et qui c'est qui a formé ces cuisiniers qui forment des bons éléments? Ah, mais d'autres cuisiniers qui eux-mêmes ont formé des cuisiniers qui forment eux-mêmes de nouveaux éléments. Voilà. Donc, si vous voulez prendre vos informations tout au sommet de la chaîne, vous savez où nous trouver. J'ai essayé de regarder sur Internet. Et... finalement, on s'en sort pas mal parce que des cuisiniers professionnels, je vais dire, de haut standing, de haut niveau, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles comme ça. J'ai essayé de rentrer en contact avec des Joël Robuchon, avec des Trois Gros et tout ça. Là. Mais ils sont très pris, ces gens-là, attention. Ah, non, mais oui, alors c'est vrai que tu n'as pas d'étoiles, mais c'est pareil, tu pourrais les prendre facilement en défi. On pourrait discuter, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Je ne me sentirais pas amoindri, quoique, comme on dit, celui qui a, donc prendre le cas d'Alain Ducasse, qui a je ne sais pas combien, une vingtaine d'étoiles à son palmarès, il faut reconnaître que je vais quand même de temps en temps voir sur ce qu'il raconte, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal intéressantes. Hein. Oui. Quand je veux vraiment trouver une belle recette ou bien par simple curiosité, tout simplement, je me dis, tiens, Alain Ducasse, comment est-ce que lui, il fait sa sauce gribiche? Qu'est-ce qu'il met dedans? Quelles sont les proportions qu'il utilise pour telle ou telle chose? Je tape le nom de la recette, je tape Alain Ducasse à côté, et je suis très, 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 très rarement déçu, parce qu'il a vraiment d'abord de belles recettes, et puis il a une bonne technique, et puis il a vraiment un savoir-faire qui justifie le nombre d'étoiles qu'il a, évidemment. Hein. C'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Ah non. Il y a comme ça des professionnels qui sont vraiment des pointures et mais maintenant qui ont, je dirais, des recettes de professionnels et qui ne sont pas toujours, je dirais, accessibles à monsieur ou madame tout le monde, malheureusement. Parfois, il faut un petit peu, je dirais, pouvoir jouer avec, disons, la complexité des choses, mais elles sont bien écrites, ça, il n'y a vraiment aucun problème. Elles sont super, super bien écrites. Les proportions sont impeccables et elles ne sont pas, je dirais, trop difficiles à réaliser. Mais bien sûr, moi, je vois ça avec les yeux d'un professionnel qui regarde une recette, je dirais, venant d'un autre professionnel. Hein. Ça peut éventuellement rebuter quelqu'un qui apprend à cuisiner, bien entendu. Mais ceci dit, si vous êtes un professionnel, et Dieu sait s'il y en a beaucoup qui nous écoutent,
n'hésitez pas à faire appel à nos services. C'est avec un grand plaisir qu'on viendra à votre secours. On essaiera de vous aider, bien On entendu. essaiera de vous aider, voilà. Ça dépend combien ils payent. Ah oui, évidemment. Non, mais ceci dit, je parle des gens qui nous écoutent. On a eu une bonne nouvelle durant ce premier semestre 2017. J'ai subitement vu un pic d'augmentation de trafic sur le podcast. Et il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent. Et j'ai essayé de trouver d'où ça venait. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est une agréable surprise. C'est qu'il y a eu un article qui a fait le buzz sur Tumblr, donc a été partagé au moins une 50aine de fois, et qui a été publié, je crois, la première fois au mi-décembre 2016, et qui faisait la liste des 20 podcasts, les 20 meilleurs podcasts pour apprendre le français. Donc l'article était en anglais. Et devine quel podcast figurait dedans? Ah, moi je sais, je connais la réponse. Ouais, le nôtre, Parler Cuisine. Un podcast qui est recommandé aux anglophones pour apprendre le français. Donc, je dis bien le bonjour aux anglophones qui nous écoutent. Merci pour votre confiance. Bien le bonjour à tous les étrangers non francophones qui nous écoutent. Parce qu'à partir de là, je vois la répartition géographique. Tu sais que maintenant, l'auditorat français, qui auparavant comptait pour plus de 50% de nos auditeurs, maintenant est tombé en dessous de 30%. Donc, nous sommes devenus un podcast mondial. Et je vous remercie infiniment pour ça. C'est magnifique, hein? Oui, merci. Mais j'espère que ça continue. Donc, si vous voulez vraiment nous soutenir, parlez-en autour de vous. Vous savez quoi? Allez montrer à quelqu'un que vous connaissez et qui peut être intéressé comment écouter notre podcast sur son téléphone. S'il a un Android, c'est pas difficile. Il suffit de lui faire télécharger une application de podcast, de lecteur podcast. Il y en a plein. Une très populaire qui s'appelle Podcast Addict et qui est développée par des Français justement, qui est une des plus populaires en Amérique. Et si vous avez un téléphone sur iOS, Apple ou une tablette de type iPad, normalement l'application est déjà là. Ça s'appelle Podcast. Vous tapez dessus. Vous pouvez en profiter justement parce que via l'application Podcast, vous pouvez nous mettre des étoiles sur iTunes. Et ça fait plaisir aussi. Jusqu'à présent, on plafonne à 9 évaluations. Et moi, j'aimerais bien arriver à 11. Parce que 11, c'est le prochain sur la liste qu'on doit battre. Donc s'il y en a 2 d'entre vous, 3 d'entre vous, qui vont prendre 5 minutes à travers l'application de podcast, vous cherchez Parler Cuisine et puis vous pouvez soit souscrire, soit laisser un avis. Vous abonner, vous laissez un avis sur iTunes. Vous allez mettre 5 étoiles pour nous faire plaisir. Vous pouvez mettre moins. À partir du moment où vous mettez un avis, on en aura plus que 11. Et donc du coup, moi ça me fera plaisir de battre le suivant qui est sur la liste et de faire mieux. Ça prouve qu'il y a des gens quand même qui nous font suffisamment confiance pour donner un peu en retour de leur temps par rapport à tout ce qu'on leur a donné. J'espère que cet épisode vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à aller sur notre site parlercuisine.com. Vous allez sur épisode du podcast. Vous allez voir cet épisode. Vous pouvez laisser un commentaire. Les commentaires sont ouverts. Je suis malheureusement tenu de les modérer, mais généralement je les accepte tous ceux qui passent. Parce qu'il y a beaucoup de robots sur Internet qui viennent mettre des commentaires comme ça à la n'importe quoi. Ça fait quand même un petit temps qu'on n'en a plus eu sur notre site d'ailleurs, des commentaires. Le dernier c'était de Vincent qui nous remerciait parce qu'il avait fait des moules, il avait écouté l'épisode 38. D'ici là, merci beaucoup. Je vous souhaite bon appétit si vous passez à table et à la prochaine fois. Et à bientôt, au revoir. Au revoir.